Bonjour à tous, bonjour Morgane aussi. On est enfin de retour de vacances à Arrêt Caméra. Ouais, bonjour tout le monde, bonjour Julie. Nous revoilà chargés à bloc pour une deuxième saison d'Arrêt Caméra et surtout une rentrée cinéma, je crois, en tout cas d'après ce qu'on a vu en avance avec de la chance, pleine de belles sorties cinématographiques. Ça, c'est certain. Pour la deuxième saison de Arrêt Caméra, Morgane, la formule reste inchangée. On a toujours en ouverture un sujet qui fâche, puis on parle de 3 films sortis au cinéma, peut-être 4 exceptionnellement si on a eu le temps d'en voir plus ou si on a eu des coups de cœur. C'est vrai qu'on va se permettre un peu plus ce genre de choses uniques, quoi. Enfin, on va essayer dans notre emploi du temps de ministre. Ouais, parce que bon, il y a des moments, par exemple à la rentrée, là, septembre-octobre, il y a un enchaînement de films et ce serait dommage de ne pas parler de certains films qui méritent peut-être d'être mentionnés, discutés ou débattus. Je suis bien d'accord avec toi. Et la dernière partie de la formule reste un film vu soit en sortie directe VOD, soit en SVOD. Bref, un film qui sort directement sur les internets et qui passe pas par la case cinéma. Oui, et puis par le passé, on l'a fait peut-être, je crois, 1 ou 2 fois. On s'était refusé à faire une section SVOD parce qu'il n'y avait pas grand-chose. Alors peut-être qu'on le fera, mais là, il y a les films Netflix, les films Prime Video. C'est vrai que Netflix et Prime Video ont tendance à réserver leur sortie SVOD pour l'automne et début d'hiver, il me semble. Parce qu'ils visent les Oscars souvent, donc... C'est ça. Enfin, cette année, on verra comment vont se dérouler les Oscars avec la grève des acteurs, sur laquelle on reviendra plus tard puisqu'il s'agit de notre sujet qui fâche. Tout à fait. Au passage, pour cette seconde saison, sur le Twitter d'Arrêt Caméra et en description, vous verrez un Linktree avec des liens pour écouter Arrêt Caméra, peu importe sur la plateforme sur laquelle vous êtes. Et également un lien, une cagnotte. Alors je ne sais pas quelle forme ça va prendre, si ce sera un PayPal ou un Tipeee. Je vous rassure, Arrêt Caméra ne deviendra pas payant. Je refuse de faire payer un seul épisode du podcast. Comme je refuse d'en faire payer en avant-première, Morgane et moi, on est assez d'accord là-dessus. Non, je suis d'accord avec toi, c'est pas le but non plus d'obliger ça, quoi. Non, pour moi, c'est un podcast, c'est comme de la radio, c'est gratuit, c'est censé le rester, ça le restera toujours. En revanche, pour ceux qui voudront nous soutenir financièrement, vous pourrez le faire. Et bien évidemment, ça servira à payer du matériel supplémentaire, par exemple, à éviter de nous faire mettre des livres pour poser nos micros, même si on s'en sort bien, je serais pas contre des trépieds. Ouais, c'est vrai, ouais. Depuis le temps, on a pris l'habitude, mais ouais. C'est vrai qu'il y a un côté système D. Et puis après, pourquoi pas, si on arrive à avoir une cagnotte suffisante, on reverra la formule, on mettra des choses supplémentaires. Bref, tout sera de toute façon réinvesti pour les beaux yeux du podcast. Avec peut-être un jour un invité, on ne sait pas. Qui sait ? Ouais. Sur un tout autre sujet, donc vous verrez tout ça, comme je l'ai dit, sur les descriptions, les liens et autres. Autre sujet, les vacances, c'était plutôt bien, je crois, Morgane. Ouais, c'était bien. On s'est reposé, même si on a subi la canicule comme tout le monde. Sur la fin, c'était un peu plus compliqué, ouais. Je confirme, mais les moustiques ont adoré. Est-ce qu'il y a, Morgane, un livre, un film, un jeu, n'importe quel objet culturel auquel tu as été confronté et qui t'a emballé cet été ? Ouais, alors cet été, j'ai fini Tears of the Kingdom, The Legend of Zelda, c'était génial, mais bon, ça a été, on va dire, il est sorti en mai, ouais, le 12 mai. Donc combien d'heures tu as passé sur Zelda, Morgane ? Ouais, ça a été mon jeu de mai, juin, juillet, début août, donc 155 heures, je crois. Ouais, 155, ouais, c'est pas mal. Je pense qu'il y a des gens qui ont fait plus que moi, mais ouais. Mais sinon, non, la chose que j'ai préférée cet été, en tout cas, on est parti dans le sud, en fait, dans la région Occitanie. Oui, c'est ça, l'Occitanie, oui. On peut dire Languedoc-Roussillon, l'ancienne, si tu veux. Ouais. Bah, en tout cas, dans le département de l'Hérault et un peu aux alentours, on a visité des choses. Et voilà, j'étais emballé par les expositions qu'on a pu voir. Si je devais en choisir une, d'ailleurs, je citerais l'exposition Néo Roche
au musée contemporain de Montpellier. Le MoCo. Le MoCo, ouais. Très exactement. Qui a d'ailleurs toujours cours, si vous voulez aller la voir. Je ne sais pas jusqu'à quand elle est, mais ça vaut pas mal le coup. Jusqu'au 15 octobre 2023. Merci Morgane. Ouais. Et j'ai découvert en fait un peintre majeur de l'art contemporain que je ne connaissais pas. Un Allemand toujours vivant, néo-rock. C'est ça, maître de la figure, de la peinture figurative, sur lequel on peut dire qu'il y a un certain parfum de mystère, de légende. C'est assez curieux et utilisation des couleurs aussi. Beaucoup d'allégories dans cette toile. Ouais, totalement. Et voilà, donc si vous êtes de passage à Montpellier d'ici le 15 octobre, n'hésitez pas. Et toi, Julie, tu as quelque chose à nous conseiller, partager ce que tu as, ton moment, en tout cas de l'été, ton coup de cœur. Un jeu vidéo qui m'a obsédé, sur lequel je passe mes journées, mes soirées. Je ne vois plus Morgane, c'est dire. Non, ça ne va pas te surprendre. J'ai emporté ma Nintendo Switch pour couper. J'adore les RPG japonais. Mais Xenoblade Chronicle 3, alors il est sorti il y a 1 an, mais j'étais passée complètement à côté. C'est-à-dire, j'ai hésité à l'acheter et au final, ça a été une excellente surprise. Je crois que c'est le jeu auquel j'ai préféré jouer sur ma Switch, Xenoblade Chronicle 3. C'est pour dire, quoi. Tu veux dire depuis le lancement de la console ? Oui, depuis que je l'ai, c'est vraiment celui que j'ai préféré. En fait, il a tout ce que je cherche dans un jeu vidéo, un beau monde ouvert. Bon, c'est pas surprenant, après, la part du studio à l'origine de son développement Monolith, un excellent scénario, des mécaniques de combat à la difficulté dosée avec justesse. Bref, j'ai dépassé à l'heure actuelle les 80 heures, j'y suis encore. Autre chose que je voulais mentionner, hormis les jeux vidéo, il y a la fameuse Casa Susana. Donc la Casa Susana, c'est 2 choses. C'est d'abord une expo photo aux rencontres de la photo à Arles, et aussi un documentaire disponible gratuitement sur le site de Arte, documentaire dont pas grand monde n'a parlé, Morgane, de Sébastien Lifshitz. Ouais, Lifshitz, je sais pas comment. Oui, je suis désolée, j'écorche déjà des noms, elle commence bien cette seconde saison. Et les deux, donc, l'expo photo et le documentaire de Lifshitz, ils parlent de ce lieu, la Casa Susana, aux États-Unis, lieu dont il nous reste des photos et quelques rares vidéos où des hommes se travestissaient des années 50 aux années 70 environ. Ouais, non, c'est ça, c'est fin 50, je crois que ça s'arrête en 71, 72, ouais. Mais le documentaire de Sébastien Lifshitz, pardon, il est, je crois en fait, comme il fait intervenir les personnages, les survivantes, en fait, dans le présent, ou alors les enfants des personnes qui se travestissaient. Voilà, il y a un rapport avec le présent aussi qui est intéressant, qui apporte en fait une sorte de surplus, aussi de contrepoids, mais aussi de surplus. On va dire c'est pas un DLC, mais ça fait un peu l'effet de ça. C'est les choses, enfin les deux, en tout cas l'exposition et le film vont bien ensemble. Après, malheureusement, ce sera peut-être plus simple pour certains de voir le film que de voir l'expo, parce que l'expo n'est qu'à Arles. Peut-être qu'elle va voyager je sais pas, j'ai pas vu. Qui sait. Ouais. Et il y a un bouquin sinon qui est sorti sur l'expo. C'est ça. Et donc, ça a l'air de rien comme ça, mais ces hommes qui se travestissaient à la Casa Susana, ils avaient cette activité en toute illégalité, puisque aux États-Unis, c'était totalement interdit à l'époque. On pouvait perdre son emploi, perdre tout ce qu'on avait dans sa vie. Donc, c'est un sujet fort en émotion et je recommande chaudement les deux, comme je l'ai dit, le documentaire de Lifshitz et l'expo photo, si vous êtes à Arles ou dans les environs. Sans transition, on va passer à notre sujet qui fâche. Là, il est tout trouvé, on était forcément obligé d'en parler. C'est donc Hollywood en grève. Pour la première fois depuis 60 ans, les acteurs et scénaristes américains sont en grève. Dans les années 60, ils demandaient de meilleures conditions de travail suite à l'essor de la télévision. Après plusieurs mois de contestation, les grévistes avaient obtenu gain de cause avec une rémunération plus équitable par le moyen de droits résiduels sur la rediffusion de contenu sur le petit écran et ont pu bénéficier d'une mutuelle santé et d'une retraite. Tu te rends compte qu'aujourd'hui, c'est des choses, Morgane, qu'on a tout acquises, hein, les mutuelles santé, la retraite. Mais à une époque, il y a des gens, ils ont dû se battre pour ça parce qu'on ne voulait pas le leur donner, quoi. Ah ouais, mais même en France, si tu regardes l'assurance maladie, c'est pas vieux, quoi. C'est vrai. Et voilà, donc un compromis, toutefois, il y avait eu un compromis, les indemnités résiduelles ne concernaient que les films tournés après 1960, non pas à partir de 1948, comme désiré par les syndicats. Pour l'anecdote, d'ailleurs, la grève a été menée à l'époque de front par Ronald Reagan. Ce qui n'a pas aidé à devenir de gauche par la suite, comme tout le monde le sait. Voilà, qui était directeur de la Screen Actors Guild, ou SAG. Donc le 14 juillet dernier, la SAG
AFTRA, parce que c'est son nouveau nom, enfin c'est pas son nouveau nom depuis le 14 juillet, mais voilà, ça s'appelle maintenant la SAG AFTRA, a officiellement rejoint le syndicat de la WGA, pour Writers Guild of America, en grève depuis le 2 mai 2023. C'est le syndicat des scénaristes, la WGA. Cette mobilisation de grande ampleur a une incidence directe sur les prochaines sorties qui, pour la plupart, ont été reportées à 2024, comme c'est le cas dernièrement, on l'a vu avec Dune partie 2. On va pas pleurer. Non, prévu le 1er novembre 2023 et finalement, je crois, reporté en mars 2024. C'est ça. Julie, peux-tu nous expliquer les raisons de ce soulèvement outre-Atlantique ? Oui, il y en a plusieurs des raisons. On a énormément parlé de l'IA dans les médias français, mais avant de revenir sur le sujet de l'IA, il y a d'autres revendications sur le papier qui font un peu moins parler et qui me semblent, enfin, de mon point de vue, tout aussi sensées. En premier, par exemple, il y a la fameuse revalorisation des salaires des acteurs. Ça a l'air choquant comme ça de parler de revalorisation des salaires des acteurs quand on connaît ceux des stars d'Hollywood, enfin leur cachet pour participer à des gros films. Mais ça reste un écosystème rempli en majorité d'acteurs qui ne sont pas si connus que ça et qui du coup sont payés au lance-pierre, enfin ce que moi j'ai découvert, Morgane, en préparant ce sujet. J'ai appris par exemple dans un article du journaliste Jérôme Lachasse qui écrit sur BFM TV que Fran Drescher, l'actrice de la série D'une nounou d'enfer, elle a dit que 86%, je cite, des acteurs adhérents au syndicat en grève, donc le fameux SAG-AFTRA, ils gagnent même pas, tenez-vous bien, 26 500 $ par an. Enfin, qu'est-ce qu'on fait avec 26 000 $ par an ? Enfin, on fait rien du tout. Il y a 160 000 acteurs environ qui appartiennent à la SAG-AFTRA, donc on imagine sans peine la galère que beaucoup vivent en espérant percer un jour. Enfin, c'est une vie très précaire en vrai. Et le streaming est apparemment en bonne partie responsable de ce désastre, sujet sur lequel on reviendra plus tard. Pour le reste de ce que j'en ai lu, il y a aussi dans les revendications une rémunération améliorée demandée par et pour les scénaristes, ce qui me semble logique, des garanties contre l'intelligence artificielle justement, parce que c'est quoi le projet ? Apparemment, enfin moi je croyais que contre l'IA c'était en gros un fantasme, un peu une vue de l'esprit, mais en fait, enfin j'ai compris, il y a des studios qui voient déjà des avantages à pouvoir cloner des acteurs, notamment leur voix et leur image. C'est plus si compliqué que ça aujourd'hui en 2023. Et c'est contre ça qu'il est demandé des garanties, ce qui est parfaitement normal. Oui, pour les acteurs et pour les scénaristes, c'est par exemple l'idée d'utiliser des scénarios qui sont préfaits par des IA et ensuite scénaristes viennent se greffer pour réécrire des choses, etc. Oui, voilà, et qui les rendrait finalement absolument inutiles dans ce qui fait l'essence de leur métier. Enfin, c'est assez grave, quoi. Et enfin, en dernier, j'ai vu... apparemment, pendant le Covid, ce qui se faisait beaucoup, c'était les auditions pour les rôles à distance où les personnes se faisaient filmer et envoyaient ensuite la vidéo. Et donc, la SAG-AFTRA a demandé à ce que ce procédé soit stoppé parce que ça ne permet pas d'avoir des retours corrects, si j'ai bien compris, des directeurs de casting. Enfin, et en même temps, ça me semble normal. Enfin, il vaut toujours mieux faire des auditions pour des films en vrai, voir les gens, que les faire à distance. Ouais, je suis d'accord avec toi. Face à la WGA et à la SAG-AFTRA, il y a l'AMPTP, c'est important de le mentionner. Ils ont quand même des syndicats, Morgane, au nom en rallonge. Ouais, c'est vrai. L'AMPTP. En même temps, ça veut dire Alliance of Motion Pictures and Television Producers. On y trouve notamment Bob Iger, le patron de la Walt Disney Company, Donald Langley qui gère Universal, Ted Sarandos, on le cite, tout le monde le connaît, le patron de Netflix, ou encore David Zaslav de Warner Bros. De ce fait, certains films ne sont pas impactés par la grève en fait. Ça concerne surtout des productions qui sont de majors, de studios, et à côté on a les productions indépendantes comme celle du studio A24. On peut citer, Morgane, quelques noms. Il y a par exemple, j'avais lu le film Priscilla de Sofia Coppola qui va sortir comme c'est prévu parce qu'il y a eu une négociation directe avec A24. Voilà, tu fais bien de le citer. Ouais. Et c'est aussi pour ça, je crois, que les acteurs sont présents à Venise pour défendre le film. En fait, pour ces types de productions, les dérogations elles sont étudiées au cas par cas par la WGA et la SAG-AFTRA, et en fait, donc du coup, ils obtiennent des autorisations de tournage ou de déplacement d'acteurs. Et aux dernières nouvelles, il y a aussi le prochain film de David Lowery,
Mother Mary avec Anna Thaoué et Michaela Coel qui a bénéficié de cette dérogation. Donc le tournage a lieu en ce moment, je crois. C'était la dérogation date de juillet, donc voilà. Et alors, parce qu'il n'y a pas que A24, le prochain film de Mel Gibson est aussi concerné, ou des films indépendants avec Matthew McConaughey, Mads Mikkelsen ou Rebel Wilson qui donc étaient validés par les syndicats grévistes. Ce n'est pas toute la production américaine qui est donc paralysée, mais les plus grosses machines et la plupart des séries américaines surtout, on va dire, c'est le principal, la principale truc qui est concerné, quoi. On va dire que si tu regardes celles qui inondent les contenus de plateformes de streaming, je comprends pourquoi Netflix, en tout cas, ils paniquent parce que là, c'est complètement. C'est un peu compliqué pour eux. Ah ouais, ça va être chaud. Donc là, en gros, ce qui est compliqué, c'est en termes de production américaine, Morgane, c'est les séries. Éventuellement des films côté streaming qui peuvent être repoussés, la promotion, etc. Et surtout les blockbusters, c'est-à-dire ceux qui rapportent le plus d'entrées au cinéma. Bah parce que c'est des films produits par des majors, et les majors sont les principales concernés par les revendications de la SAG-AFTRA et de WGA, la vague. WGA, c'est pas ça. En tout cas, les négociations sont au point mort pour le moment, donc on risque de ne pas voir tout de suite la fin de cette grève, suite notamment à un nouvel échec qui a eu lieu le 23 août dernier. J'ai aussi entendu que le film de Francis Ford Coppola, donc la fille et le père s'en sortent magnifiquement bien, Megapolis, ça avait été négocié avec le syndicat des acteurs scénaristes. C'est pas Megalopolis plutôt ? Megalopolis. Ouais, je crois. Il me manquait une syllabe, merci. Mais bref, ce que j'allais dire, c'est que c'est bien, ça va se faire comme quoi, à partir du moment où les conditions sont acceptées et signées, les films ils vont sortir, quoi. Cette grève, elle est un peu particulière quand on y pense parce que, nous on parle et on regarde depuis la France, mais moi j'ai l'impression qu'aux États-Unis il y a quasiment jamais de grève. Et là, en plus, comme on l'a dit, elle a l'air partie pour durer un bon moment. Ça va peut-être battre des records de grève au niveau de WGA, SAG-AFTRA, quoi. En fait, c'est marrant parce que c'est vrai que aux États-Unis, il doit y avoir des grèves, hein, bien sûr, comme dans toutes sortes de. Mais il n'y en a pas tant que ça au final, c'est pas dans la culture des États-Unis. Non, mais c'est clair. Puis ça bénéficie pas de la même médiatisation que là, parce qu'en fait, ça a un impact aussi chez nous, parce que ça inonde les cinémas, les séries, les séries. Parce qu'il y a quand même des gens qui sont un peu dépendants de leurs séries et qui commencent à s'inquiéter de ne pas voir leur saison 4 de je ne sais quelle série. Oui, Stranger Things par exemple. Mais je veux dire, c'est un peu des. Pardon Morgane, je te coupe par rapport à ça, mais en fait, c'est un peu des larmes de crocodile. C'est-à-dire que finalement, il y a beaucoup de spectateurs en France qui s'intéressent à la grève aux États-Unis parce qu'ils se posent des questions sur quand est-ce qu'ils vont voir leurs prochains épisodes. Ah, mais bien sûr. Je dis ça par rapport, par exemple, à un article de Slate que j'ai vu sur le sujet qui m'a fait halluciner, qui disait quand est-ce que... en gros, quel sera l'impact sur vos séries de la grève aux États-Unis. Oui. Il y a peut-être autre chose à penser qu'à avoir son petit loisir quand il y a des gens qui sont en galère et en pleine précarité, quoi. Oui, mais ça fait du clic facile. C'est pas faux. Mais d'ailleurs, si tu te souviens de la dernière grosse grève aux États-Unis, tu penses à quoi ? Tu penses à la grève des scénaristes, en fait. C'est vrai. En 2008, 2009, je crois, ou 2010. Ce sont celles qui ont le plus d'écho par chez nous. Oui, parce que voilà, c'est un impact directement pour nous, pour nos consommations, parce qu'on peut parler de consommation habituelle de contenu. Je sais que c'est même pas, mais voilà. Non, mais c'est vrai, c'est de la consommation, hein. Pour détailler un peu l'historique que tu as abordé au début, Morgane, sinon, j'ai retrouvé ça dans un article sur Télérama écrit par Alexis Buisson, qui est très instructif. Donc, dans l'alliance acteurs-scénaristes WGA SAG-AFTRA, la dernière alliance de ces deux syndicats, elle remonte à 1960. Et ça avait duré 148 jours. Ça fait quand même un bail que ces deux syndicats ne se sont pas serrés la main pour faire grève. Oui, ce que je disais au début, ça fait 60 ans, ouais. Quand on sait ça et quand on voit aujourd'hui ce qui se passe, on se dit à Hollywood, les syndicats, en fait, ils sont très puissants. Il y a quand même de quoi être admiratif, on va dire, dans l'histoire des luttes sociales pour essayer d'obtenir des droits, quoi. Donc, on apprend aussi dans cet article sur Télérama que l'industrie florissante du cinéma à Los Angeles, c'est grosso modo le fruit de deux caractéristiques, si j'en crois ce que j'ai lu. C'est le beau temps dans la ville, parce que qui dit beau temps dit que c'est plus facile pour faire des films. Je veux dire, ça coûte de source. Oui, c'est pour ça que dans les années 1910, en fait, l'industrie du cinéma s'est créée à Hollywood parce qu'il y avait du soleil quasiment tous les jours. Donc si tu veux tourner, c'est facile, quoi.
Bah, c'est plus simple, quoi. Et deux, apparemment, ce que je ne savais pas, mais j'aurais dû m'en douter, à l'époque, le droit du travail était bien plus avantageux côté patron à Los Angeles qu'il ne l'était à New York. Bien sûr que c'était pas pour les travailleurs. Du coup, c'était plus simple de leur faire des horaires pas possibles, dans des conditions absolument délétères. Enfin, avec ça, on imagine sans peine comment et pourquoi le syndicalisme a émergé là-bas et est devenu aujourd'hui un organe très puissant qui, je l'espère, va réussir à faire plier les majors. Mais revenons en 2023. Donc ils sont en grève depuis le 2 mai pour WGA, donc scénariste, et 14 juillet pour SAG-AFTRA, acteur. L'intérêt donc est de voir combien de temps cette grève elle va durer. Est-ce que ça va battre des records? Et surtout si les gros studios sont prêts à lâcher du lest. Mais il y a aussi un autre acteur dont on a parlé au début, c'est les fameuses plateformes de streaming qui ont quand même chamboulé énormément de choses, Morgane. Oui, complètement. Moi, je pense que je dis que la grève devrait au moins durer jusqu'à la fin de l'année, voire le début 2024, ce qui pourrait avoir... Tu penses ça? Ouais. Ce qui pourrait avoir des conséquences sur la saison des récompenses, en fait. Aux États-Unis, il n'y a pas que les Oscars et les Golden Globes. En fait, il y a toute une sorte de cérémonie de prix qui sont données notamment en partie par justement la WGA, la SAG-AFTRA ou la Directors Guild of America. Donc, oui, des cérémonies, Morgane, qu'on connaît moins, nous, en France. Ouais, mais qui sont quand même, en fait, qui ont lieu avant les Oscars et qui sont souvent annonciatrices de ce qui va recevoir ensuite des prix. Ce sont en quelque sorte des tremplins pour les cérémonies qu'on connaît le plus, Oscars, Emmy, etc. Oui, voilà, ça a lieu quasiment un mois avant, 2 mois avant. C'est souvent fin d'année, je crois, début janvier. Et puis bon, c'est une reconnaissance par les pairs, donc un peu comme les Oscars aussi, mais c'est une autre. Là, c'est un syndicat. Les Oscars, c'est The Academy. Enfin voilà. Et donc, moi, je pense concrètement que ces cérémonies n'auront pas lieu, ou du moins seront. Ouais, non, je pense que comme c'est lié au syndicat. Je pense qu'elles seront ajournées. Ouais, voilà. Par contre, pour tout ce qui est Oscar ou Golden Globes, là, je pense que les calendriers, ils vont être allégés d'ici là. On a bien vu que la plupart des films sont reportés au fin premier trimestre 2024, fin mars, on va dire. Donc, on risque, Morgane, quelque part d'avoir... Enfin, c'est peut-être un peu prématuré de dire ça, mais on risque d'avoir une cérémonie des Oscars au rabais? Non, je pense qu'au contraire, elle va être... on va dire, reporté. Ah, tu penses carrément reporté? Ouais, je pense. En plus, parce que déjà, s'ils ne se trouvent pas d'accord d'ici là, ils vont saboter la cérémonie. Ils vont... C'est possible. Et d'ailleurs, les Emmy Awards, là, c'est l'équivalent des Oscars pour les séries, qui était prévu pour le 18 septembre 2023, a été reporté à mi-janvier. Ah ça commence donc. Et ça devrait être, je pense, la même chose. Oui, par effet domino. Ouais, si en janvier on a toujours pas d'accord, ils ont toujours pas trouvé d'accord. Les Golden Globes, qui a lieu à ce moment-là, va certainement aussi être reporté. Et donc voilà, ça risque d'être assez intéressant, notamment parce que il y a quand même quelques films qui vont sortir, notamment Ferrari de Michael Mann, qui lui est un film indépendant, et malgré le fait qu'il sorte sur Amazon en France et peut-être à l'international, mais voilà, c'est un film indépendant, et notamment Dan Driver qui participe à la promo du film en ce moment à Venise avait il avait vivement critiqué les plateformes de streaming. Il disait que on arrive à faire des films quand même, mais ça sert de leçon à la MPTP, quoi. Et donc par exemple ce genre de film là pourrait notamment être nommé aux prochains Oscars. Bon, pour l'instant on est sur un statu quo, pardon. Les négociations n'ont pas avancé, les syndicats ont refusé les propositions des producteurs, pas par mauvaise foi. Non, parce qu'elles sont pas satisfaisantes, tout simplement. Oui, voilà, et en ce qui concerne l'IA, en tout cas, visiblement, il paraît qu'il y a un terrain d'entente possible, évidemment. Mais après, c'est tout ce qui est niveau salaire, là où ça risque de poser un peu plus de problème. La WGA a dénoncé les méthodes de la MPTP qui chercherait plus à faire céder les syndicats qu'à négocier en fait avec eux. Donc dans son offre aux syndicats, pour ce qui est arrivé le 23 août en tout cas, elle proposait d'augmenter le salaire minimum des scénaristes de 13% en l'espace de 3 ans. C'est pas très gros, 13% en 3 ans. Oui, en plus ça prend un certain temps. Et de partager avec le syndicat les heures de visionnage des programmes diffusés en streaming. Parce que, pour rappel, les chiffres d'audience sur les plateformes de streaming sont jusqu'ici confidentiels. Pour tout le monde, oui. Pour à la fois les professionnels, hormis ceux qui bossent là-bas, bien sûr, et encore, je suis pas certaine qu'ils soient tous au courant,
pour les médias, pour le public aussi. Ouais, c'est ça. Et donc, pour rappel, comme les acteurs, les scénaristes veulent pouvoir gagner beaucoup plus lorsqu'un dans leur film ou série cartonne sur une plateforme. Parce que c'est normal, c'est comme si tu donnais un pourcentage par rapport au... De base, Morgane, donc tu vas en parler, mais en fait, les scénaristes et compagnie ne sont pas payés on va dire, au succès du film, c'est un paiement forfaitaire. Ouais. Ça veut dire quoi, ça? En fait, ils sont tous payés pareil pour le film, quoi. Enfin, je vois, c'est ça que tu... Non, c'est pour ça. Enfin, comment ça se passe, un paiement forfaitaire? C'est-à-dire, ils sont juste payés, on va dire, à la pièce, et c'est fini. Après, peu importe le succès du film. Exactement, c'est ça. Et donc là, ils voudraient en fait que la rémunération soit proportionnelle au succès du film. Mais comme ils n'ont pas accès aux heures de streaming, enfin au succès en tout cas à l'audience, voilà, c'est ce que je veux dire, sur tel ou tel film ou telle série. Oui, c'est commode. Ils peuvent pas avoir d'armes entre guillemets pour revendiquer, négocier, dire que voilà, le film ça a été un carton, je voudrais avoir mon salaire qui soit proportionnel à ça et pas avoir juste mon salaire de mon travail pour le film de base, quoi. Oui, ce qui, encore une fois, est bien commode pour les plateformes de streaming. C'est-à-dire que sans communiquer ces chiffres-là, ça permet de justifier des rémunérations. C'est ça. C'est, en tout cas, c'est aussi un peu, j'allais dire, ces chiffres d'audience confidentiels qui font penser à une bulle côté plateforme de streaming. Quand on y pense, on ne sait jamais le nombre de vues exact pour tel ou tel programme. Tout juste, quand on se connecte, on voit par exemple écrit, n'importe qui peut le faire, on va se connecter sur Netflix ou sur Prime Video, on va voir un numéro 1 en France, par exemple, pour un film. Moi, je suis d'ailleurs convaincue que si ces chiffres ils étaient publiquement connus, il y en a certains qui tomberaient de haut. Enfin, concrètement, typiquement au cinéma, la plupart des gens, ils restent jusqu'au bout pour un film. Sur une plateforme comme Netflix ou Prime Video, ça dirait quelque chose des usages en vogue qui montrerait à quel point l'expérience devant sa télé n'a rien à voir avec le cinéma. Parce que, je pense qu'il y a beaucoup de gens, je ne sais pas dans quelle proportion selon les films, mais qui juste, comme ils les regardent sur une plateforme de streaming, ils ne vont pas jusqu'au bout. Et quelque part, pour l'œuvre en question, il y a quelque chose d'un petit peu... malaisant, quoi. Je veux dire, au cinéma, la plupart des gens, ils restent pour voir un film jusqu'au bout. Il y en a peu qui partent de la salle. Là, je pense que pour le streaming, c'est le contraire. C'est-à-dire qu'il y en a une infime proportion qui reste jusqu'au bout, mais la plupart des gens, quelque part, ils quittent leur salle, ils quittent leur canapé, quoi. Pour en revenir à notre sujet de départ, c'est quand on t'entend, Morgane, qu'on se rend compte comment le streaming, quelque part, a introduit une rupture totale dans les usages par rapport à la télévision. Ça m'avait frappé de voir, par exemple, pour certains acteurs pas connus, les rémunérations pour une apparition dans une série Netflix. C'était absurde. C'était parfois du genre, pour tel épisode, vas-y, on te paie 20 ou 30 $. Je me dis, mais qu'est-ce que c'est que ça, quoi? Ce sont des contenus que nous consommons tous et on ne sait pas comment c'est fait parce que c'est, quelque part, l'info, elle est un peu cachée. Comment... ces gens sont rémunérés, comment ces séries sont fabriquées, combien de vues ça fait. Quand on y pense, c'est un système qui est très opaque, quoi. Aucune transparence, ouais. C'est ça. De la part des plateformes de streaming, aucune. Et sur d'autres sujets aussi, hein, parce que on va en parler, là, globalement, dès qu'il y a de l'argent à se faire, les plateformes, elles vont s'engouffrer dedans sans scrupule. Moi, ça m'a choqué, récemment, quand j'ai vu Netflix en 2020, grâce à l'optimisation fiscale, Netflix, en France, n'a payé que 1% d'impôts sur ses bénéfices. Je ne sais pas si on se rend compte. C'est-à-dire que Netflix, en France, fait un bénéfice de plusieurs millions d'euros et Netflix n'a payé que 1% d'impôts. Je veux dire, même des gens qui gagnent 1600, 1700 € par mois sont plus taxés que Netflix qui gagne des millions d'euros en France. C'est absurde, c'est un scandale absolu. C'est d'ailleurs étonnant que, les médias en ont parlé et tout, mais moi je trouve ça assez étonnant que, à part un contrôle fiscal de la part de Bercy, dont on espère qu'il va mener quelque part, le gouvernement n'ait pas fait de déclaration contre Netflix pour dire ce n'est pas normal que vous payez que 1% sur des millions d'euros de bénéfices. C'est extrêmement choquant, je trouve. Ouais, je veux dire, vraiment, ça m'a révolté, quoi. Non, je suis d'accord avec toi, mais après, c'est vrai que ça a encore une chose à empiler sur... Non, bien sûr, on est blasé de voir ça, mais je veux dire, quand on voit comment ils optimisent fiscalement,
quand on voit comment ils cachent, comment ils paient les gens, comment, leur vrai chiffre d'audience, etc., etc., on s'étonne pas du tout de leur attitude face à la WGA et à SAG-AFTRA, quoi. Et en plus, Netflix est à perte, en fait. C'est ça qui est marrant. Mais bien sûr, non, mais c'est une bulle. Enfin, je veux dire, c'est comme ça va finir par éclater. C'est comme les réseaux sociaux. Enfin, je veux dire, ce sont des espèces de licornes. Enfin, c'est du faux argent, quelque part, quoi. Sauf pour certains, bien évidemment. Pour conclure, Morgane, SAG-AFTRA est aussi en grève contre les studios de jeux vidéo. Comment ça se fait? Alors, ils sont pas encore en grève, mais... Ah, bah, moi, je croyais. Oui, alors c'est Fran Drescher, comme tu l'as mentionné, c'est la présidente de la SAG-AFTRA qui a annoncé hier que le Conseil national du syndicat a accepté à l'unanimité l'organisation d'un vote d'autorisation de grève aux membres en préparation de ses prochaines négociations avec 10 entreprises de jeux vidéo signataires. Donc, elle propose de faire une grève à ses membres. Il faut savoir qu'en fait, la SAG-AFTRA, ça fait 1 an qu'elle est en négociation avec ces entreprises signataires pour obtenir justement une renégociation de leur contrat, donc, qui a expiré il y a 1 an en fait. Et donc dans ces entreprises, on a Activision, Electronic Arts, Epic Games, Insomniac Games ou Take-Two par exemple, Take-Two qui produit les jeux Rockstar, les jeux GTA, etc. Ah d'accord, donc c'est vraiment des gros studios, Morgan. Ah oui, non, mais Activision par exemple, c'est énorme. Hein. Electronic Arts, n'en parlons pas. Donc voilà, c'est une nouvelle parce que la dernière grève a eu lieu pour ces sujets-là en 2016-2017. Elle avait duré 183 jours. En tout cas, c'est aussi une nouvelle menace. Alors, menace pour moi, c'est positif, mais je veux dire pour la production culturelle américaine, de voir en tout cas aussi bien les films, les séries, mais aussi les jeux vidéo, du coup, menacés de sortie. Et alors, question Morgane, si du coup, les films, la conséquence de ces grèves-là sont repoussées, les séries sont repoussées pour certains, donc les jeux vidéo pourraient aussi être repoussés. C'est ça. Donc voilà, on risque d'avoir pas mal de trucs américains qui vont être reportés. Ben, ça va faire un peu d'air. Non, je rigole. Non, mais en tout cas, les revendications, en tout cas, des syndicats SAG-AFTRA sont à peu près les mêmes que pour le cinéma, en fait. Oui, ça concerne la rémunération. Parce que l'intelligence artificielle, ça redéfinit les cartes un peu partout, dans tous les secteurs, et notamment le jeu vidéo, c'est concerné aussi. Et pareil, les salaires sont minimes. Hein, chez les acteurs, notamment ceux qui font des voix, le voice acting, c'est très bas. On avait vu l'année dernière l'actrice qui joue en tout cas qui donnait sa voix à Bayonetta, le jeu japonais de Platinum Games, qui avait crié au scandale, etc. Alors qu'en soi, Platinum Games n'était pas dans l'illégalité, ils l'ont payé les $4,000 par semaine, mais effectivement, il faudrait repenser la rémunération, en tout cas, de ces gens-là. Peut-être que vous aussi, votre métier est touché par l'intelligence artificielle, je ne l'espère pas. En attendant, Morgane, on va passer au film de cette dernière quinzaine. Sélectionné à Cannes Première lors du dernier festival de Cannes, Fermez les yeux est le premier film réalisé par le trop rare Victor Hérissé en 30 ans. Celui qui a réalisé seulement 4 films en 50 ans de carrière revient avec une œuvre qui pourrait faire figure de testament. On retrouve Anna Torrent dans l'un des rôles principaux, elle qui avait commencé sa carrière à 7 ans à peine dans le premier film d'Hérissé, L'Esprit de la Ruche, en 1973. Distribué par Houécourt, le film est en salle depuis le 16 août déjà. Julie, peux-tu nous en dire plus sur l'histoire du film ? Oui, alors Fermez les yeux raconte l'histoire d'un homme, d'un acteur plus précisément, Julio Arenas, qui a disparu après le tournage d'un film inachevé. 22 ans après cette disparition, donc il s'est passé un bout de temps, il a bien sûr jamais été retrouvé. Une émission de télé espagnole cherche à comprendre ce qui s'est passé en partant à la rencontre du réalisateur du film, Miguel Garay. De l'esprit de la ruche au songe de la lumière, en passant par le sud. Donc j'ai cité les 3 précédents films d'Hérissé. Tu as vu lesquels, Morgane, de ces films-là ? Je les ai tous vus, sauf le sud. D'accord. Ouais. Hérissé donc s'est bâti une œuvre singulière et précieuse dans le cinéma espagnol, notamment pionnière de la vague fantastique ibérique qui a inondé les cinémas du monde entier à partir des années 90. Et c'est un cinéma qui a en tout cas été marqué par une certaine splendeur picturale inouïe.
Sur ce point, en tout cas, fermer les yeux est décevant. Je mets tout de suite les petites limites du film en avant. Avec une image, on va pas se mentir, un peu ingrate et blafarde qui lui fait, enfin, en tout cas, se rapprocher de plus d'un téléfilm luxueux. C'est vrai qu'il y a un petit aspect assez terne dedans. Ouais, sur le côté vraiment formel, purement. La force du film, en fait, se trouve ailleurs dans sa mélancolie et son classicisme faussement suranné. Une ouverture en 35 mm filme dans le film, une mise en abîme donc. Puis plus loin, la disparition fantasmée d'un acteur, donc le fameux Julio. Il y a cette séquence en fait on pourrait penser que c'est un flashback, mais en fait c'est Miguel Garay qui repense à la disparition de Julio et en fait imagine en fait la scène avant sa disparition. Ça fait partie en tout cas, donc ça et l'ouverture en 35 mm des saillies en fait visuelles, formelles du film qui viennent troubler en fait le faux rythme de ce film d'enquête, si on peut l'appeler comme ça, où les errances, les retrouvailles et la tendresse se substituent justement au suspense coutumier du genre. Moi, je vais dire un truc. Bon, avant ce film-là, Fermer les yeux, j'avais jamais vu de film de Hérissé. J'ai vu L'Esprit de la Ruche cet été avec toi, Morgane. Enfin, j'ai adoré L'Esprit de la Ruche. Oui, il est dispo sur Arte. Oui, et il est toujours disponible sur Arte. Et quand on dit disponible sur Arte, pour ceux qui ne le savent pas, ça veut dire disponible gratuitement. Profitez-en, il vaut le coup, L'Esprit de la Ruche. Et donc là, devant Fermer les yeux, comme je disais, mon premier film de Hérissé, j'ai été perplexe pendant les 10 premières minutes parce que je comprenais pas du tout le projet ni où Hérissé voulait en venir. Comme je lis rien sur les films quasiment avant d'aller les voir, enfin moi j'aime bien la surprise. L'ouverture de Fermer les yeux, donc c'est un morceau du film inachevé de Miguel Garay où on voit son acteur disparu, Julio Arenas. Et moi, je croyais, en fait, en voyant ce morceau de faux film, je croyais que c'était ça, le vrai film. Et je comprenais pas, c'est-à-dire au bout de 5 minutes, je me dis, c'est bizarre, c'est un peu moyen comme film, je comprends pas le projet, pourquoi est-ce qu'ils jouent tous de manière aussi affectée, c'est trop intense, on n'y croit pas du tout. Puis quand on quitte ce vrai faux film de Miguel Garay, ce bout inachevé, et qu'on débarque dans la vie réelle, on a un changement de registre qui est total, avec cette équipe de télévision espagnole qui débarque 22 ans plus tard, façon faites entrer l'accusé de Ondelate. C'est très ça. C'est exactement ça, oui. Et j'ai trouvé l'effet produit par cette fausse introduction avec la vraie qui vient derrière assez fort. Enfin, ça m'a tout de suite embarqué dans l'histoire. Je voulais absolument savoir ce qui était arrivé à Julio Arenas, s'il était mort ou s'il est encore vivant quelque part, on ne sait jamais. D'autant plus qu'en collant le faux au vrai film, Victor Hérissé, en fait... tout ça, c'est quoi ? C'est finalement, on nous parle encore du pouvoir exercé par le cinéma, par l'image cinématographique sur les gens, comme ça permet... c'est pas la bonne formulation, je dirais. Comment le cinéma et l'image cinématographique permettent à des personnes qui n'existent plus sur le papier de continuer à vivre dans nos mémoires, parce que c'est par rapport à ce que cette image imprime sur la rétine que le souvenir de ces gens persiste. Il persiste peut-être plus que s'ils avaient simplement disparu sans qu'on puisse encore les voir comme... c'est comme des morts vivants, quelque part. Ouais, sans trace, en fait. Le cinéma, c'est une trace aussi, et il imprime via la pellicule. Enfin, maintenant, on parle de plus la pellicule, mais voilà, c'était l'idée... en tout cas, le cinéma, un art de fantôme, oui. Oui, c'est vrai, parce que quand on y pense, le cinéma, c'est un cimetière immense. Enfin, tous les films, tous les vieux films qu'on voit, progressivement, tous les gens sont morts. Et quelque part, le fait de voir ce film-là avec ce Julio Arenas qui a disparu, ça nous rappelle cette idée-là, ce côté... monde de fantômes, comme tu l'as dit, Morgane. Ouais, et puis moi je vais citer un livre que j'ai adoré, que j'ai lu à la fac là-dessus, de Jean-Louis Letras, qui s'appelle Vie des fantômes, le fantastique au cinéma, et qui justement parle du rapport fantomatique qu'entretient le cinéma. C'est toujours très intéressant. Et j'espère que vous avez noté la référence. Ouais, c'est vraiment un classique pour ceux qui veulent lire des choses sur ce sujet. On le mettra dans la description, Morgane, de l'épisode. Ouais, allez, vas-y. Allez. C'est pour un complément. Donc oui, c'est une vraie surprise, ce passage du film en pellicule, le film dans le film, parce qu'en fait, après on passe à un film numérique, donc la différence de format, elle est assez violente. Et même en plus, en lisant le synopsis, on ne peut pas le deviner. C'est vrai qu'il n'y a pas d'indication qu'on va voir d'abord
un film en 35 mm qui n'est pas le film. Donc Fermez les yeux, c'est un film étrange, un film d'enquête avec le cinéma en toile de fond, sans mauvais jeu de mots. Il est marrant le jeu de mots. Oui. Et l'enquête n'est pas vraiment palpitante, hein, comme la forme. On suit des personnages désœuvrés, presque morts, ou à l'article de la mort, d'une forme de disparition. En tout cas, c'est cette mort-là que les gens disparaissent en étant oubliés. En fait, le réalisateur, par exemple, il a fait un film. Il en a fait un début d'un autre, mais il n'a pas pu le terminer. Sachant que le premier, je crois que c'est vraiment un truc confidentiel, il en parle évidemment. Et limite, quelque part, ce que le film montre, Fermez les yeux, c'est que le réalisateur Miguel Garé, il est presque plus oublié, Morgane, que ne l'est l'acteur de son film inachevé qui a disparu, Julio Arenas. Parce qu'au final, lui, il est toujours vivant, mais personne ne se soucie de ce qu'il fait. C'est-à-dire l'équipe là, de télévision espagnole qui vient le voir, elle s'intéresse aux disparus, pas à lui, alors que lui aussi, il est disparu quelque part. Oui, c'est ça. Et en fait, oui, c'est grâce entre guillemets à la disparition de son ami qui, en fait, du coup, il revient sur le devant de la scène parce que c'était son ami et c'était un des derniers témoins. Enfin voilà, il y a ça, oui. Et finalement, maintenant, il vit dans c'est une sorte de clochard en fait, qui vit dans une caravane. Pas du tout ce qu'on pourrait penser du glamour d'un réalisateur, quoi. Donc en fait, le film, ouais, voilà, il est vraiment envahi de cette mélancolie profonde. Et c'est pour ça qu'on peut dire que Fermez les yeux, c'est un film de fantômes, comme on l'a dit, les fantômes du cinéma, mais également ceux de son auteur. Donc Miguel, le protagoniste, pour moi, je pense que pour toi aussi, c'est le double d'Hérissé, en fait. Oui, en quelque sorte. Cinéaste qui n'a pas tourné depuis 20 ans et un projet avorté de film en raison de la disparition de son acteur principal, Julio. Et voilà, Hérissé n'a pas fait de film depuis 30 ans, donc il y a un rapport en tout cas distancié à ça qui fait que ça les rapproche. Il y a plus que 2 rushs qui survivent du film, donc tourné par Miguel. Ça fait environ 20 minutes, je pense, qui sont en fait justement projetés tels quels dans le film. Donc il y a le prologue du film et l'épilogue. Et c'est marrant parce que dans le film, ces 2 séquences occupent la même place dans Fermez les yeux. Fermez les yeux s'ouvre sur la fameuse séquence et se termine sur l'épilogue du film qu'il a tourné. Et toujours en rapport avec les rapports entre justement Hérissé et son film. C'est un des passages les plus émouvants du film. Il y a notamment les apparitions de Donna Torrent, donc une actrice repérée et qui faisait son premier film avec L'Esprit de la Ruche, qui en fait aujourd'hui a 57 ans je crois, et qui garde les mêmes traits juvéniles qui étaient les siens justement à l'époque, et je trouve que justement ça participe encore de ce côté un peu alors à la fois autobiographique et des fantômes d'Hérissé de son cinéma. Et puis c'est surtout pas, comme tu l'as dit Morgane, une façon habituelle de voir des réalisateurs filmer au cinéma. Là effectivement, Miguel Garé, on le voit 20 ans plus tard, c'est pas le réalisateur qui a réussi. Et c'est, comme je le disais, pas quelque chose qu'on voit souvent. Enfin, je veux dire, on se dit, il est réalisateur, il a fait des films, il devrait un peu mieux vivre que ça, et en fait, pas du tout. Enfin, il a quasiment pas d'argent, il a pas de... Enfin, j'allais dire, c'est pas matériel que je cherche, il a pas d'affaires, en fait, presque. Enfin, Il vit presque comme un nomade, Julie, ouais. Oui, c'est ça, comme un nomade, et dans une caravane, et en fait, on devine un peu, c'est pas dit, mais on devine que c'est un point de chute qui se voulait temporaire, mais qu'à cause de son isolement, ça a fini par devenir involontairement définitif. C'est-à-dire c'est une maison qui dit pas son nom. Ouais, et puis Julie, tu me viens de me faire rappeler, mais en plus, je crois qu'il est menacé, le lieu, parce qu'en fait... c'est ça. C'est une sorte de parking, terrain vague. Oui, en fait, ils n'ont pas à occuper ce lieu normalement. Et donc, ils sont menacés d'expulsion pour un lieu... On leur a fait une offre pour qu'ils partent, un truc comme ça. Ouais. C'est ça, parce que sûrement une friche ou quelque chose comme ça. Effectivement, c'est un mode de vie qui est complètement nomade. Et le fait qu'on veuille les expulser rappelle, j'ai envie de dire, la fragilité, la précarité de ce lieu de vie-là. Mais tout ça pour dire que c'est quand même assez sombre comme illustration de ce qu'est le cinéma. C'est-à-dire qu'il y a on en revient encore là, quelque part, ça fait écho au débat qu'on a eu lors du sujet qui fâche, Morgane, c'est qu'il y a une poignée qui réussissent et l'envers du décor est totalement antithétique avec la gloire et les paillettes. Enfin, quand même, Miguel Garé, donc il fait un demi-film inachevé et par conséquent complètement oublié. C'est devenu un presque plus
artiste fauché à qui il ne reste que des fantômes. Et comme il lui reste pas beaucoup de choses, le plus attirant pour lui, ce sont ces fantômes, c'est son passé. C'est ça qui l'envoûte et c'est ça qui réunit tout en lui, le cinéma et ses fantômes. Donc il est focalisé sur le cinéma, c'est un catalyseur. Et par rapport à ça, je veux dire, il y a ça qui s'entremêle avec celui qui était son acteur, mais aussi son ami, Julio Arenas. Moi, je me demande à quel point, en fait, quand bien même c'est un avatar de Victor Erice, je ne sais pas à quel point il se retrouve dans ce personnage. Ou si, justement, un peu comme un autre film dont on va parler dans cet épisode d'Arrêt Caméra, en l'occurrence, La Palme d'Or, Anatomie d'une chute, il a peut-être, Erice, écrit cette histoire pour, en quelque sorte, effectuer une mise à distance avec lui-même, dans le sens où ça serait pas forcément... c'est pas du tout autobiographique, mais comme une vie parallèle, comme quelque chose que Erice aurait pu être lui-même et qu'il a écrit un peu pour conjurer le sort par superstition. Ouais, Julie, t'as raison, mais moi, j'ai pas la réponse en tout cas. Mais n'empêche que Erice, mais aussi ses réussites et déboires en fait dans le film, c'est un peu intriguant et passionnant. Donc, si Erice cite l'arrivée d'un train en gare de la Ciotat par l'intermédiaire d'un flipbook, tu sais, ce petit livre qu'on fait tourner les pages rapidement, et ça crée une image animée en fait. Dans le film, il y a ça avec c'est un des plus vieux procédés à l'origine du cinéma, ça. Oui, c'est ça. Et il y a ça dans le film. C'est le train de la Ciotat, des Frères Lumière. Ou encore, il y a aussi Rio Bravo qui est cité lorsque Miguel chante à la guitare My Rifle, My Pony and Me, qui était une chanson du film de Howard Hawks. C'est aussi ses propres films en fait qu'il exhume, Erice, notamment ceux qu'il n'a pas pu faire. En 95, c'est pas qu'une anecdote, en vrai, ça a vraiment un intérêt que je dise, je pense. Erice écrit le scénario d'une adaptation des Nuits de Shanghai de Juan Marcé, c'est un livre qui avait du succès à l'époque, et il engage même la préparation du tournage. Malheureusement, la production ne suit pas et le projet est définitivement abandonné en 99. À savoir que La Nuit de Shanghai, le sujet du livre ressemble beaucoup, en tout cas, à ce qu'on peut voir dans le film. Ah oui ? Oui, c'est un homme qui part en Chine pour rechercher quelqu'un. En fait, c'est ce que... Ah oui, donc c'est le film inachevé qu'on voit au début qui est le vrai faux film. Ouais, voilà. D'accord. Ah mais j'avais pas compris. Oui, je le découvre, mais c'est quasiment la même chose en fait. Ouais, alors en fait, c'est une sorte d'adaptation qu'il fait là en 2023 de ce qu'il aurait dû faire, ce qu'il aurait pu faire en fait. Ok, donc quelque part, avec Fermer les yeux, il se rattrape à ce projet de film avorté qu'il a eu il y a 20 ans. Même il y a quasiment 30 ans, 95. Oui, c'est vrai. Ouais. Le temps passe si vite. Mais voilà, donc du coup, c'est pas anodin en fait qui tourne en tout cas ces séquences d'un homme qui demande à un autre d'aller chercher sa fille en Chine. C'est quasiment le sujet du livre qu'il voulait adapter en 95. Et malheureusement, donc le film a été abandonné, donc le projet en 99, et il y a quand même eu le scénario qu'il avait écrit, l'adaptation, qui a été édité en 2001. Et c'est cruel, mais Fernando Trueba, qui est un réalisateur qui n'est pas Jonas Trueba, espagnol, qui a réalisé en fait l'année suivante, donc en 2002, une adaptation du roman de Marseille. Et lui, il a réussi à le faire. Voilà, c'est cruel. Donc ce geste de dévoilement, d'introspection qu'on accomplit d'habitude, notamment en fermant les yeux, on peut imaginer que quand on fait de l'introspection, on ferme les yeux et on réfléchit dans sa tête. Voilà, c'est clairement ce que fait aussi Erice à travers son film, et ça achève, moi je trouve, le film m'a beaucoup ému en tout cas. C'est très émouvant. Hein. Oui, voilà, et ça affirme la dimension testamentaire et fantomatique du film, qui est un film magnifique. Au passage, Morgane, c'est un film qui là on va parler chiffres, pommes, poires et commerçants, on va dire, mais c'est un peu triste parce que ça a déjà été dit par d'autres, mais pour moi, ce film, il aurait dû être en compétition officielle à Cannes. Ah oui, tu veux mentionner ça, oui. Oui, parce que en fait, il aurait... j'estime, je ne suis pas sélectionneur comme tout le monde le sait, malheureusement, mais... fermer les yeux, pour moi, il avait toute sa place dans la compétition officielle à Cannes. Il ne l'a pas été, et je peux pas m'empêcher de me dire que ça lui porte un peu préjudice, parce que le film... il fait pas énormément d'entrées non plus, malgré les excellents retours côté presse et côté public. Ouais, alors t'as raison Julie, c'est vrai que le film a une couverture presse assez... alors, couverture presse, je sais pas, mais en tout cas, les critiques sont excellentes.
Et peut-être plus que le film ne mérite en soi, parce que le film est très bien, mais est-ce que c'est un chef-d'œuvre, je ne pense pas. Non, pas forcément chef-d'œuvre, mais Oui, mais beaucoup de gens parlent de chef-d'œuvre, Mais en fait, en vrai, Morgane, si on devait, à l'heure actuelle, ou même à la fin de l'année, faire un top 15 des films sortis en 2023, il est dedans, même top 10. Oui, moi, certainement qu'il serait dans le top 10, mais non, mais ce que je veux dire, c'est que tu as raison, Julie, ce qui est encore plus cruel, c'est qu'à la base, le film devait être en compétition. Et en fait, on va parler, ça va être un peu people, mais Thierry Frémaux lui a mis un coup de poignard dans le dos, en fait, en l'annonçant finalement à Cannes Première. Oui, il a louvoyé. Et, oui, mais non. Et puis... sûrement pour foutre un autre film, je sais pas lequel, en compétition. Peut-être Wim Wenders, qui avait 2 films finalement à Cannes, il y en a eu un qui était en compétition. Et du coup, Hérissé l'a mal pris parce qu'en fait, il lui a dit ça... alors qu'il aurait pu être... le film était notamment pressenti pour faire soit l'ouverture de la quinzaine, soit être à Venise. Et finalement, comme il avait dit à Thierry Frémaux qu'il lui laissait ce qu'il voulait en faire pour la sélection officielle, pas forcément la compétition. Et finalement, ça a été un regret. Et finalement, effectivement... peut-être que si le film avait été en compétition, je sais pas, on est encore dans l'hypothétique, mais peut-être que oui, le film aurait une meilleure carrière en salle, mais malheureusement, le film ne marche pas vraiment. Donc après avoir parlé d'un film qui méritait, pour nous en tout cas, d'être sélectionné en compétition à Cannes, on passe cette fois à la Palme d'Or, tu l'as dit, Julie, Anatomie d'une chute de Justine Triet. Il aura fallu seulement 4 longs métrages à Justine Triet pour décrocher la Palme d'Or en 2023 avec Anatomie d'une chute. Après donc la bataille de Solferino, Victoria et Sibylle, tiens ça fait 2 prénoms féminins sur 4 films, la réalisatrice accompagnée de l'actrice allemande Sandra Hüller, qu'elle a repérée sûrement comme nous tous dans Tony Erdmann, propose sa version du film de procès inspiré de Otto Preminger entre autres mais pas que, où le couple, thématique si cher au cinéma français, est ausculté sur la place publique. Si le film fait aussi énormément parler de lui, tout le monde le sait, c'est à cause de la polémique à son origine qui fait suite au discours de Justine Triet lors de la remise de la récompense suprême au Festival de Cannes, dont on a déjà parlé en long et en large. J'ai retrouvé l'épisode, c'était Morgane, l'épisode 19 de Arrêt Caméra. Bravo Julie, moi j'avais oublié. T'avais oublié ? J'ai cherché quand même. Est-ce que tu peux résumer le film ? Alors, le résumé du film, Julie, c'est Sandra, Samuel et leur fils, malvoyant de 11 ans, Daniel, vivent depuis 1 an loin de tout, à la montagne. Un jour, Samuel est retrouvé mort au pied de leur maison. Une enquête pour mort suspecte est ouverte. Sandra est bientôt inculpée malgré le doute, suicide ou homicide. 1 an plus tard, Daniel assiste au procès de sa mère, véritable dissection du couple. Tu vois, je me rappelais plus, Morgane, qu'il y avait 1 an d'écart entre la chute, disons, la mort de Samuel et le procès. Ouais, si, ouais. Moi, je me souviens. J'avais complètement oublié. Ton résumé, Morgane, il parle de dissection du couple. Moi, j'irais en tout cas plus loin encore. Le procès dans Anatomie dissèque le couple comme le film dissèque la manière dont on conduit un procès pour meurtre. C'est-à-dire, il y a quelque chose un peu des poupées gigognes. La manière dont le moindre faisceau d'indices est trituré puis exploité notamment par l'accusation, incarnée en un procureur assez effrayant, terrifiant même. Le procureur, c'est qui déjà ? Je sais plus le nom de l'acteur. Ah, Anton Reinhardt. Oui, voilà, Anton Reinhardt. Oui. C'est l'avocat, en fait, de la défense, c'est ça ? Oui, mais du coup, c'est l'accusation. Il me semble bien que c'est le procureur. Excuse-moi, alors ma grammaire, mon vocable de la justice. De la justice, c'est pas forcément au fait et au point. Donc, Mais de mémoire, c'est bien le procureur. Mais c'est pas grave. Le procureur, c'est pas celui qui préside Non, c'est le juge. Je crois, je sais pas si je dis des bêtises. J'espère quelqu'un qui s'y connaît en droit, mais je pense que Julie a raison, oui. Bon, on va faire comme si je m'y connaissais en droit, ce qui n'est absolument pas le cas. Mais c'est Anton Reinhardt, voilà, c'est ça. C'est bien lui. Excellent dans le film. Excellent d'ailleurs. Mais donc, la manière dont le moindre faisceau d'indices est trituré puis exploité, comme je le disais, elle est fascinante. C'est ce que le film montre. Mais bon, ça, à la limite, ça fait partie de ce qu'on attend du cahier des charges d'un film sur un procès. Là où c'est plus surprenant, parce que si c'était qu'un film de procès, Anatomie d'une chute, ce serait pas... ça pourrait être bien, mais ce serait pas super bien, on va dire. C'est que
encore aujourd'hui, en 2023, c'est la manière dont le procès est fait, enfin vraiment le fond de l'affaire. Et on sait en plus que c'est comme ça que ça se passe. Enfin, je veux dire, le film est quelque part très réaliste. C'est qu'au final, pour asseoir la thèse d'un meurtre, en dehors des indices et on va dire de tout le tralala, c'est qu'il y a une recherche assez appuyée de l'immoralité sous tous ses angles qui devient quelque part prétexte à l'assassinat d'un autre. Enfin, en filigrane, si on écoute un procès comme celui d'Anatomie d'une chute, enfin, une femme, elle est bisexuelle, elle a gueulé sur son mari qui l'a enregistré, elle lui a vaguement emprunté un embryon d'idée pour en faire un livre, et elle fait plus spécialement attention à lui et à ses gestes. Bon, bah, c'est la coupable idéale. Et c'est de ça dont il est question dans le film. C'est-à-dire que c'est pas seulement les conditions qui ont pu pousser on va dire, à ce qu'un meurtre soit commis, dans le sens où ça sert plus seulement à valider la thèse du meurtre, c'est encore une fois une question de morale. Et ça, je trouve ça terrifiant, parce qu'on peut être moralement le plus gros connard du monde, mais c'est pas pour autant qu'on a tué quelqu'un. Bah en fait, on fait tu le dis bien, Julie, ils font le procès de l'intime en fait du couple, quoi. C'est ça. Voilà. Oui, bon, Anatomie d'une chute, je pense que tu es d'accord avec moi, Julie, c'est le meilleur film de Justine Triet. On retrouve tous ces obsessions de cinéaste, pour ceux qui la connaissent, le couple en crise, l'intime mis sur le plan public, justement ce que je viens de dire. Donc elle avait déjà tourné un film de procès en fait avec Victoria en 2016, mais en fait cette fois le personnage principal c'est lui qui est directement accusé, contrairement au personnage de Victoria qui était joué par Virginie Fira, c'était une avocate. La grandeur d'Anatomie d'une chute réside dans la manière où Justine Triet s'accapare le genre vu et revu du film de procès pour en faire un film presque scientifique en fait. Est-ce que tu trouves, Morgane, que ça se rapproche du documentaire ? Parce que de base, Triet, elle voulait faire du documentaire, elle se retrouve à faire de la fiction. Est-ce que tu trouves qu'on retrouve de cette démarche-là dans le film ou pas spécialement ? Alors, particulier. En fait, effectivement, on ressent une approche documentaire par notamment la mise en scène du procès. Et aussi tu sens qu'il y a quand même une grosse recherche de comment se déroule un procès. Tu sens qu'elle a regardé beaucoup de retranscription, de transcription de procès, de films De éventuellement. films, de procès tournés, de procès filmés. Et voilà, mais après, effectivement, il y a un suspense, il y a des séquences qui sont des choses qui sont plus proches d'Hitchcock, des choses comme ça. Donc oui, là, on est dans le cinéma pur, mais effectivement, je te rejoins à ce niveau-là. On sent une approche documentaire qui est assez impressionnante. Moi, je trouve que le procès est très bien fait, très bien rythmé. Donc voilà, je parlais justement du côté en fait presque scientifique. Documentaire, ça pourrait être aussi un élément scientifique en fait, justement de montrer comment la dissection aussi d'un procès. Donc plus que la chute, c'est le couple en fait qui est autopsié, on l'a déjà dit. Elle évite en même temps les poncifs du drame intime et du film psychologique justement par le genre du film de procès qui est comme un petit théâtre avec un soupçon d'atmosphère comme je disais Hitchcockienne. C'est très fin, brillamment écrit et d'ailleurs la meilleure idée du film qui est peut-être justement la plus Hitchcockienne, c'est d'avoir fait du seul témoin un enfant aveugle. Ça crée une sorte de suspense en fait, peut-être qu'elle a tué son mari, alors que le seul témoin est aveugle, il a entendu des choses. On remet en question ce qu'il a vu, parce qu'en fait, c'est un témoin auditif. Alors, pardon, je vais mettre une petite contradiction, Morgane. Il n'est pas tout à fait aveugle, il est malvoyant. Non, désolé, mais vu que c'est pas la même chose... Oui, non, mais t'as raison, c'est vrai. Et d'ailleurs, c'est un peu... c'est assez marrant comment c'est construit dans le film. Dans mon parce souvenir. Que c'est utilisé dedans, de mémoire. Oui, et dans mon souvenir aussi, Julie, c'est que au début, on ne sait pas qu'il est malvoyant, en fait. C'est vrai. C'est vraiment, à partir d'un moment donné, en fait, mais il est malvoyant. Parce qu'il est filmé de manière où, en fait, d'habitude, un aveugle, un malvoyant, en tout cas, il est caractérisé très rapidement comme tel dans un film, c'est ça que je veux dire. Alors que là, elle nous mène un peu en bateau avant qu'on se rende compte qu'en fait, il était malvoyant. Donc on pourra toujours rétorquer que le film manque d'invention visuelle, encore que la scène de la dispute, je trouve, en fait, elle est enregistrée dans un enregistrement audio, et en fait, on entend la dispute. Puis ensuite, on la voit à travers un flashback, et après, on la réentend, notamment au moment où il y a des coups qui sont portés, pour en fait, justement, c'est assez malin de la part de Justine Triet, pour en fait, comme pas la défense, l'accusation
dit que oui, vous avez mis des coups, ça s'entend. En fait, on ne sait pas si c'est elle qui met des coups. En fait, Bien on ne sûr. sait pas grand-chose. C'est une interprétation, ce ne sont pas des faits. Et en fait, on va voir le flashback. D'ailleurs, c'est le seul moment où on voit le mari. Et après, on revient à ce moment-là où il y a les coups pour, en fait, justement, dire que là, on n'est plus que dans du jugement de la part de l'accusation. Et non, c'est un très beau moment de mise en scène, en tout cas. Voilà. Anatomie d'une chute, oui, effectivement, Enfin, tu l'as dit, pour moi, c'est son meilleur film. J'avais pas trop aimé Sibylle. Pour celui-ci, c'est exactement le contraire. Et j'irai même plus loin. Pour avoir déjà vu des courts-métrages de Justine Triet et pour avoir vu Sibylle, j'étais pas très, très motivée pour Anatomie d'une chute. De base, Morgane, quand on Je me souviens, oui. Enfin, je me rappelle, on en avait parlé. Je t'avais dit, bon, on va y aller, mais... Parce qu'en fait, on l'a vu avant que le film ait la Palme d'Or. Donc oui, c'est ça, on l'a vu, c'était quoi, en juin dernier ? Fin mai ? Ouais, c'était fin mai, c'était la reprise des films de Cannes et justement quand on l'a vu, il a eu la Palme d'Or quand on est sorti. Donc, mais effectivement, tu n'étais pas forcément chaud d'aller le voir, mais bon, t'étais curieuse quand même sur le synopsis. Oui, parce que moi, les films de procès, j'aime bien. Enfin, j'aime bien tout ce qui est avec la justice, les tribunaux, tout ça. Enfin, je veux dire, bon, chacun sa passion, hein, qu'est-ce que vous voulez. Oui, puis le fait que ce soit une femme aussi qui est accusée du meurtre de son mari. C'est forcément intriguant. Mais après, bon, en fait, j'avais peur de retrouver dans ce film les mêmes écueils quelque part que dans Sibylle, et bon là c'est pas du tout le cas, quoi. Je trouve qu'Anatomie d'une chute, en fait, c'est un film qui est faussement cliché français, parce qu'on dit souvent que dans le cinéma français ça parle forcément du drame au sein du couple, et là c'est le contexte du procès, mais c'est pas examiné en tant que tel. J'entends par là que c'est pas un film psychologique sur les drames au sein d'un couple, quoi. C'est le flashback auquel tu fais référence, Morgane, à cet effet, c'est le seul du film, et je trouve ça très bien, parce qu'il n'est pas question de verser dans la facilité en introduisant des disputes. Enfin, je veux dire, Justine Triet, elle aurait mis des disputes dans le film, bon, ça aurait été un petit peu lourd, quoi. Ça aurait juste fait de l'émotion via du sentiment, mais au fond, ça n'aurait rien rajouté au procédé et au projet dans son ensemble. Enfin... Le but, c'est d'essayer quand même, dans Anatomie d'une chute, quelque part, de comprendre si oui ou non le personnage de Sandra est coupable, et surtout, plus que ça, il y a comment on fait, comment on crée du coupable aux yeux de la justice, parce que là, dans le procès, on nous montre bien que c'est pas la question de coupable ou non, c'est la question de si oui ou non on peut créer de la culpabilité. C'est ça qui est vertigineux. C'est la recherche du coupable idéal, en fait. C'est ça. Et pour ça, on crée... c'est une quasi-fiction, en fait. Et c'est terrible. Si le film, il avait montré des disputes, encore une fois, il serait tombé dans l'exact inverse de ce qu'il cherche à démontrer. Rien qu'en cela, je trouve que Anatomie d'une chute, ça reste quand même un film d'une grande intelligence. Ouais, on peut le dire que c'est un film d'une grande intelligence, Julie, je suis d'accord avec toi. Justement, dans son intelligence, hein, par exemple, Justine Triet refuse toute forme de psychologie facile, quand même son film est éminemment psychologique. Donc toute la finesse du projet... Et puisque je m'évertue à défendre d'ailleurs les qualités d'écriture du film, tu l'as évoqué, mais tout le film montre la mécanique en fait d'un procès pipé dès le début qui s'évertue à construire un coupable. Ce n'est pas anodin, pardon. Ce coupable est une femme qui s'est rendue responsable de réussir plus que son mari. C'est sa principale faute en fait. Oui, et on le sent qu'elle est accusée de ça aussi. Et d'avoir aussi des relations adultères. Enfin oui, comme tu disais, il y a un procès moral. Et de ne pas se comporter comme une victime en ne renvoyant pas les coups de sang de son mari. Parce que normalement une victime elle doit pas se défendre, enfin tu vois, la victime idéale elle est... Et puis bon, il y a quelque chose de une femme qui subit doit être une victime, et à partir du moment où elle est autre chose, ça devient un suspect. Ouais, c'est ça. Et puis d'ailleurs tiens, je vais faire un petit mais je viens d'y penser là, j'étais sur Twitter tout à l'heure et je voyais quelqu'un, en fait il y avait un article de Libé sur tu sais la femme la joueuse de football espagnole qui s'est fait embrasser de force, et il y a un type qui a balancé dans les commentaires ah ouais, elle a l'air vachement traumatisée, avec une image justement de la joueuse en train de rire entre guillemets avec un mème en tout cas d'elle embrassée. Enfin c'était pour montrer que c'était chaud ce qui s'était passé, et elle rigole avec ses coéquipiers. Et voilà, en fait on est en train de juger des... on en revient toujours là, c'est-à-dire on en revient à une Morgane, je trouve que c'est une façon coercitive de voir la norme. Je vais être plus claire, c'est-à-dire que quand quelqu'un, par exemple, va à un deuil, il faut forcément qu'il pleure. Quand une femme
elle subit quelque chose, il faut forcément qu'elle soit comme ceci ou comme cela. Et ça concerne tout le monde, c'est-à-dire ça concerne aussi les hommes. C'est-à-dire il faut toujours être d'une manière ou d'une autre pour que la société valide ou pas. Et justement, dans Anatomie d'une chute, Sandra, qui est accusée donc du meurtre de son mari, c'est pas, encore une fois, la faisabilité de l'acte qui est jugée, enfin, en partie, mais au final, ce qu'on voit bien, c'est que c'est pas le plus important. Le plus important, c'est de si oui ou non elle correspond à ce qu'on attend d'elle au niveau de la norme par rapport à la société. Et là, c'est pas le cas. Et le fait que ce ne soit pas le cas, c'est au final ce qui peut le plus lui porter préjudice, plus lui porter préjudice encore que le fait d'avoir pu effectivement, d'un point de vue technique et d'un point de vue circonstanciel, avoir tué son mari ou pas, quoi. Exactement. Merci Julie d'avoir... Ouais, non, désolé, c'était un peu long. Ah non, mais c'était justement, t'as conclu en fait la chose que j'avais commencé, en tout cas, c'est très bien. Voilà, donc en fait, ce qui est assez génial avec l'Anatomie d'une chute, c'est qu'en fait, c'est l'antithèse du film à thèse, quand même il en est en fait, parce qu'on sent qu'il veut mener une thèse, le film, mais il parvient, via son écriture, à s'en soustraire. Et c'est assez brillant. Donc voilà, tout le but du film, c'est d'en faire un film féministe. Et en plus, bon, à la fin, il y a quand même l'intelligence aussi, je trouve, et la douceur de se conclure sur un plan particulièrement mélancolique de l'actrice, enfin du personnage, j'ai plus son nom, joué par Sandra Hüller, ouais. Qui s'allonge avec le chien à la fin du procès. Je crois même elle est partie manger pour fêter le résultat. Sa remise en libre. Enfin, non, elle était libre, mais disons le verdict non coupable. Le fait d'être innocentée. Et en fait, elle se relâche. Elle aussi, en même temps, elle peut vivre son deuil. On sent que quand elle enlace le chien, bah, c'est comme si elle enlaçait son mari, même si ça se passait mal entre eux. Bon, voilà, il y a quand même cette idée de faire le deuil, en fait. Oui, il y a une forme de transfert quelque part sur l'animal. C'est ça, et c'est une très belle séquence de conclusion, je trouve. Quand bien même c'est un film féministe et que, effectivement, l'homme, c'est un salaud. Enfin, on comprend que c'est un salaud dans le film, même si ça aurait pu être... C'est pas un féminicide non plus, mais... Non, salaud, je sais pas si j'irais jusqu'à dire salaud, mais je dirais que c'est un raté qui supporte pas que autour de lui, il y ait des gens qui puissent mieux réussir que lui, tout simplement. Enfin, donc, on a tous rencontré des énergumènes de ce genre dans notre vie, quoi. Mais pour en revenir à cette séquence de fin, Morgane, c'est peut-être la seule fois où Sandra, elle a une posture que certains attendent d'une personne qui est victime à la fois de son mari sur le plan psychologique, même s'il est mort en l'occurrence, et surtout de l'institution judiciaire. Ce plan-là, c'est la fatigue qui résulte de la délivrance, parce que même si elle n'a pas été déclarée coupable, Sandra a subi de plein fouet le procès où elle était considérée comme telle. C'est quand même d'autant plus ahurissant qu'on nous fait souvent tout un cirque en France pour nous dire que dans les procès et au niveau de la justice, on est considéré innocent jusqu'à preuve du contraire. Et quand on voit un procès comme dans celui d'Anatomie d'une chute, on se rend bien compte que cette philosophie qui est clamée à corps et à cri, ça marche pas pour tous. Et elle échoue en particulier pour les personnes qui ne sont pas privilégiées d'une manière ou d'une autre et de qui on attend encore une fois quelque chose qui n'est pas donné. Pour Sandra, en l'occurrence, on constate clairement qu'elle est suspecte parce qu'on pense savoir qu'elle n'a pas eu l'attitude adéquate face à son mari. Donc en la montrant comme ça avec le chien, elle peut enfin se reposer et finalement elle fait le deuil qu'on ne lui a jamais autorisé. Quand je dis qu'on ne lui a jamais autorisé, c'est non seulement la justice, mais aussi la société. En guise de conclusion, Morgane, est-ce que tu dirais que Anatomie d'une chute, c'est un film qu'on ne peut pas critiquer négativement ? Est-ce qu'il est si parfait que ça ? Parce qu'on a beaucoup parlé de ses qualités, totalement justifiées. Ou est-ce qu'il y a quelque chose qu'on peut éventuellement lui reprocher ? Ouais, Julie, moi je sais pas si tu seras d'accord avec moi, mais j'en ai un peu parlé au début quand on a parlé d'Anatomie d'une chute, mais voilà, j'avais mis des réserves sur la mise en scène. Pour moi, c'est un peu le petit défaut du film, on va dire, qui m'empêche d'être complètement conquis. C'est, je trouve que ça reste quand même un film qui exécute surtout son scénario, qui est brillant, ça c'est clair, mais qui ne cherche pas à transcender justement ce matériel, peut-être pour ne pas le trahir en fait. Je pense qu'on peut reprocher au film d'être peut-être trop sagement impliqué à l'exécution justement du scénario. En fait, toute la dissection du coup et de sa chute promise dans le titre est contenue dans la partie écrite du film. Le scénario, lui, c'est
à la fois le commencement et la fin en soi du film. Alors que la mise en scène, elle ne dépasse rarement en fait le scénario. Donc c'est un peu le défaut du film, je trouve, que un peu sage, formellement, un peu ça manque encore de grandes scènes, à part la scène peut-être que je citais du flashback. Du flashback. Et voilà. Après, j'ai vu quelqu'un dire que le film repose beaucoup sur ses acteurs. Après, est-ce que c'est vraiment un défaut d'un film Non. Ça fait partie des qualités d'un film aussi de reposer sur ses acteurs. Surtout pour un film de procès, souvent le procès au cinéma, c'est des petits théâtres en fait. Donc, bien sûr. Voilà, c'est normal que ce soit. Et c'est à l'image de ce qu'est un procès en vrai en fait. Sur cette conclusion pragmatique, on passe à un autre film de femme, une première réalisation. Cette fois, on va parler de Banel et Adama de Ramata Toulaïsi. Banel et Adama est le premier film de Ramata Toulaïsi, réalisatrice et scénariste franco-sénégalaise qui s'était fait connaître en co-signant les scénarios de Cybèle de Guillaume Giovannetti et Chagla Zenzirchi en 2018 et de Notre-Dame du Nil de Atik Raimi en 2019. En 2021, elle passe à la réalisation avec Astel, court-métrage remarqué notamment au Festival de Clermont-Ferrand. Le fameux Festival de Clermont-Ferrand dont Laurent Wauquiez a voulu réduire les crédits, c'est ça ? Ouais, c'est ça. Ah, punaise. Mais en fait, c'est un festival qui a révélé plein de monde, quand on y pense. C'est quasiment le plus gros festival de court-métrage au monde. Hein. C'est un truc assez dingue. Et justement, Astel préfigurait déjà Banel et Adama, en fait, tourné également en langue peul dans le nord du Sénégal. Il mettait en scène une jeune fille de 13 ans, douée notamment dans l'élevage de vaches, un travail habituellement réservé aux hommes, et qui était donc envoyée de force rejoindre les femmes au champ par son père. Banel et Adama a créé la surprise lors de l'annonce de la compétition camerounaise par Thierry Frémaux en avril dernier, parce qu'on ne connaissait pas encore vraiment le nom de la réalisatrice, et puis voilà, il s'est retrouvé en sélection. Mais le film distribué par Tandem, d'ailleurs sorti mercredi dernier, le 30 août, est finalement reparti, hélas, sans prix. Enfin, hélas, ça dépend pour qui. Julie, peux-tu nous résumer le film ? Oui, alors très simple, Banel et Adama vivent dans un village au nord du Sénégal. Le film arrive au moment où leur amour est au beau fixe, mais une série d'événements malheureux vont se succéder et mettre à mal leur relation. Événements qui sont tous liés à la sécheresse, au manque d'eau dans leur région et aussi au poids des anciens dans leur communauté très patriarcale. Ouais, les traditions, effectivement. C'est ça. Voilà. Bon, Julie, justement, je disais, hélas, ça dépend pour qui. Moi, je ne vais pas passer par quatre chemins. Le film m'a déçu. Hein. Alors que le synopsis m'avait rendu un peu curieux. À l'époque, il insistait davantage d'ailleurs sur le destin d'un personnage différent au sein d'une communauté qui ressentait les choses différemment, etc. Finalement, on se retrouve avec un film, je trouve, sage et scolaire, avec des images certes très belles, mais aussi très précieuses. Et on a l'impression, d'ailleurs, qu'on les a déjà vues autre part, notamment chez Terrence Malick. Je sais que tu vas émettre peut-être un bémol. Oui, j'y reviendrai juste après. Mais par exemple, je cite une des premières scènes du film où on voit Banel et Adama marcher dans un champ, toucher les c'est vraiment le cliché du cinéma malikien depuis les années 2010. Hein. Bon, bref. C'est un peu les séquences interdites à mes yeux, mais bon. On passait à la première heure, je crois que j'avais déjà tout perçu du projet esthétique et politique de Ramata Toulaïsi, et je ne suis pas laissé aller au côté plus symbolique, en fait, onirique, quasi fantastique, dont je trouve l'expression assez pauvre dans le film. En fait, je ne suis pas surpris d'avoir lu que le scénario du film date d'il y a 7 ans, au moment où la réalisatrice finissait ses études à la FEMIS. J'ai l'impression de voir le sujet d'un bon court-métrage, mais moins d'un long-métrage de qualité, quand bien même le film en a quelques-unes. Bien sûr, à force en fait d'avoir entendu que Banel et Adama ressemblaient à du Terrence Malick, moi je m'attendais à un bon gros pastiche et au final j'ai trouvé que ça n'y ressemblait pas tant que ça. Alors bon, oui, effectivement, il y a des images, des cadrages même qui sont clairement empruntés à Malick, c'est très Malickien tout ça. La focalisation sur les mains qui touchent des objets en les effleurant, une certaine façon de filmer, de créer de l'interaction entre les personnages via les dialogues. Il y a quelques moments oniriques aussi. Bon, après, je trouve que ça s'arrête là, mais je comprends complètement que ce soit trop pour certains. Et même dans le montage, un petit côté un peu discontinu, un peu poétique, mais un peu surfait, je trouve, par rapport à, par exemple, chez Malick. Et encore, je parle des Malick des années 2000, début 2010, parce qu'après, moi, je trouve que c'est un peu en vrille. Mais voilà, il y a ce côté aussi un peu là. Sauf les fans. Voilà.
Mais non, c'est vrai que quelque part, le montage est, par exemple, plus linéaire que chez Malick. Mais bon, oui, effectivement, c'est une influence très très forte du film. J'ai beaucoup aimé l'introduction du couple, l'idée d'une histoire amoureuse passionnelle qui se délite à cause d'événements extérieurs, comme je l'avais dit dans mon résumé. La communauté, comme tu l'avais dit Morgane, il y a aussi le poids des traditions, les ancêtres, qui sont jaloux aussi, on le sent. On sent qu'ils n'aiment pas quelque part que Banel et Adama puissent s'aimer alors que ça leur a pas été permis à cause de mariage arrangé. Il y a de ça, il y a une espèce de rancœur qui dit pas son nom en fait et qui veut les empêcher de vivre comme ils l'entendent. Notamment, le personnage qui est le plus véhément vis-à-vis de ça, c'est la mère de Adama. qui, on sent que, oui, il y a une forme de jalousie vis-à-vis de Banel et en même temps, oui, frustration parce que aussi quand même son fils doit hériter du rôle du chef de village. Donc c'est ça, aussi, ce qui l'arrange bien à elle. oui, parce que je pense que on peut tirer une certaine forme d'avantage. Enfin, je ne sais pas, mais voilà, il y a un côté comme ça. Plus l'autre partie qui m'a quand même assez plu, c'est le côté nature qui reprend ses droits, quand bien même ça se fait avec des thématiques, on va dire, étroitement connectées au réchauffement climatique. C'est pour ça que j'ai envie de dire que avant d'être une histoire d'amour, pour moi, Banel et Adama, c'est quelque part un film presque apocalyptique, sans les effets d'un film à l'américaine sur le sujet. C'est un film sur le réchauffement climatique, on en a vu d'autres, mais quand même les éléments, la manière dont ils se déchaînent, il y a quelque chose d'assez fort. On voit ces carcasses d'animaux, ces vaches qui sont découpées parce qu'elles n'ont plus d'eau et comme elles meurent, il faut absolument en récupérer la viande. On voit aussi que ça rend un peu les gens fous qui n'aient pas d'eau et que ça force tout un village non seulement à s'adapter, mais surtout... ils subissent tous, en fait. L'adaptation ne suffit plus parce qu'on peut pas s'adapter à aussi peu d'eau pendant une éternité qui ne s'arrête jamais. Non, je suis d'accord avec toi. Après, c'est vrai que pour moi, le côté apocalyptique, comme tu le mentionnes, et là, je le trouve encore un peu trop rentré par rapport à l'histoire d'amour, en fait. Et aussi, en fait, je vais me le dire, mais le côté un peu thèse du film. Je trouve que Qu'est-ce que tu entends par Morgane par le côté thèse? Le film, clairement, le discours du film, c'est de montrer l'histoire d'une femme qui est opprimée par une société patriarcale. Pour moi, c'est un peu le même sujet, mais pas le même exactement d'Anatomie d'une chute, mais voilà, c'est ce type de film, quoi. Mais voilà, il le fait moins bien. C'est pour ça que je disais l'anti-Anatomie d'une chute. Le film ne dépasse pas, en fait, voilà, ses intentions. J'ai compris dès le départ ce que Ramata Toulaïsi voulait nous raconter. Elle ne dévie jamais de son cheminement. On devine très clairement comment cela va se terminer, si bien que le film se résume, à mes yeux en tout cas, à une succession de vignettes nous montrant petit à petit le délitement de la relation entre Banel et Adama avant son point final tragique. C'est très frustrant et ce ne sont pas les quelques incursions du fantastique, notamment comme une nuée d'oiseaux funestes ou une tempête de sable qui change quoi que ce soit. Ça, c'est vrai, Morgane, que ces scènes-là, bon, c'est joli, mais je trouve que c'est un peu de l'accessoire inutile. C'est ça, t'as raison, Julie. C'est du décorum, quoi. Oui, c'est ça, c'est de l'accessoire. T'as bien trouvé. Oui. En fait, elle en fait pas grand-chose de séquence. C'est juste pour faire des scènes jolies ou qui se démarquent un peu, quoi. Oui, ça apporte quelque chose à l'atmosphère générale d'inquiétude, mais ça s'arrête là, quoi. C'est ça. Donc on reste vraiment trop collé à la thèse, et ce n'est pas que la réalisatrice enveloppe ça dans le fait qu'elle enveloppe ça dans des belles images qui va nous faire qu'on se passionne en fait pour le film. Heureusement, tout n'est pas acheté dans le film et j'ai apprécié le côté imprévisible et insaisissable du personnage de Banel qu'on devine porteuse d'un lourd secret. Même si toi et Julie, nous ne sommes pas d'accord, on a une lecture différente sur ce secret, je crois. Oui, je vais en parler juste après. J'ai lu que, en tout cas, Ramata Toulaïsi s'était inspiré de Médée pour le personnage. Et ça saute aux yeux, en fait, du fait qu'elle tue par amour afin de fomenter un plan et vivre avec Adama. Malheureusement, en plus, ça lui revient comme un boomerang et elle en paie les conséquences, un peu comme, justement, Médée. La lecture symbolique du film, en fait, elle pourrait presque le rendre intéressant, mais malheureusement, elle peine à mettre ça concrètement en image, en fait, dans le film. Ça décolle pas vraiment. Alors oui, bon, on va en débattre de cette histoire-là.
Banel que j'ai autant apprécié que toi, en fait, pour moi, et je dis ça, c'est peut-être pas du tout l'intention de la réalisatrice. Pour moi, Banel, en fait, elle refoule sa culpabilité quant au meurtre de son premier mari, qui, dans le film, était le frère de Adama. Donc bon, là, par tradition... Le frère aîné, oui. Oui, voilà, le frère aîné par tradition. Adama, en tant que frère cadet, est censé reprendre la femme de son frère. Et donc, Banel, elle pense être responsable de ce qui s'est passé, c'est-à-dire la chute du frère aîné, je suis désolée, je ne me rappelle pas de son nom, qui est tombé dans le puits. Hiro, je me souviens. Hiro, merci beaucoup, Morgane. Et moi, je pense, contrairement à toi, Morgane, qu'elle n'est pas coupable de l'avoir tué. En fait, je trouve que le film laisse pas mal d'indices sur Banel qui disent qu'elle n'est pas coupable. Bon, déjà, c'est une personnalité fantasque, mais à plusieurs reprises, en fait, Banel imagine des choses qui se passent pas et elle a des fantasmes qu'elle croit réels et qui ne le sont pas. Je pense que, par exemple, comme quand elle croit qu'il pleut, et en fait, il n'est pas en train de pleuvoir. Et je pense que pour cet accident qui a entraîné la mort de Hiro, c'est pareil. Il n'existe pas vraiment, mais elle y croit quand même et être pour quelque chose. Et comment dire, je pense que ça témoigne plus d'une forme de paranoïa que d'autres choses, notamment quand elle croit être fixée par un des enfants du village. Là aussi, je serais pas étonnée que ce soit une écriture qui est là pour démontrer qu'il y a des choses qui se passent dans sa tête. Enfin, encore une fois, pour moi, tout ça, c'est du fantasme. Ça reste au niveau mental, ouais. Oui, c'est ce que je me dis. Et Banel et Adama, ils donnent à voir le film son intériorité. C'est clairement, je trouve, ce qui le sauve. Bon, un film, c'est pas son scénario, mais je trouve que pour Banel et Adama, précisément, il manque des choses. On a une succession très rectiligne d'événements et quelque part, l'intériorité de Banel, la manière dont elle est filmée, elle donne du souffle, en fait, au projet. Parce que le reste de ce qu'il y a dans le film, ce sont des événements qui le font jamais vraiment dévier de sa trajectoire. À tel point que moi, au bout de la première demi-heure, en fait, j'ai un peu compris où le projet allait déboucher. Et je me suis dit, il va rien se passer de plus que ce qu'il y a déjà. Et j'ai trouvé ça frustrant. Je suis sortie de là, du cinéma, un peu en demi-teinte. Ouais, on a ressenti la même chose. En fait, on a pressenti le projet du film du début à la fin. Et finalement, ça nous a pas, on n'a pas été contredit. Donc, c'est un peu dommage. Après, le film aurait pu se terminer de la même façon qu'on l'aurait imaginé. Mais le cheminement aussi est assez c'est banal, quoi. Donc... malheureusement. Mais j'ajouterais quand même également, bon, en défendant un peu le film, que j'ai plaisir à redécouvrir, parce que j'avais déjà vu des films en langue peul, mais voilà, le langage peul qui est très poétique et ça apporte vraiment une ambiance particulière au film. Oui, et puis le village, la manière dont il est filmé, avec ces gens qui ne peuvent pas faire autre chose que d'être allongés parce que la chaleur les écrase. Enfin, tout ça, finalement, ça donne à voir quelque chose que nous, en tant que personnes vivant dans des climats tempérés, on a le privilège de ne pas subir et c'est bien de rappeler ça aussi. Oui, puis comme tu disais, tu mentionnais le côté un peu apocalyptique, écologique. Peut-être que c'est notre devenir, vu qu'avec le réchauffement climatique... on va savoir, tiens. Non, mais voilà, c'est pas déconnant. En tout cas, on a fini avec les sorties ciné, si tu veux bien, Julie. Et on passe au film VOD, SVOD. Donc pour le coup, c'est SVOD de la semaine... de la quinzaine, Skinamarink de Kyle Edward Ball qui est dispo sur Shadows. Skinamarink, renommé The House sur Shadows. On rappelle que Shadows est une plateforme de SVOD française qui propose des films d'horreur, à la fois de patrimoine et à la fois des films d'horreur inédits en France qui ne sont pas sortis en salle, mais qui sortent directement sur la plateforme. Ce qui est le cas pour Skinamarink, The House, du coup, Julie. C'est ça. Donc, The House, titre un peu fade, je comprends pas pourquoi ça a été choisi en tant que tel. Donc, on va rester sur Skinamarink. C'est le premier film de Kyle Edward Ball, à qui il n'a coûté que 15 000 $ pour en rapporter plus de 2 millions, ce qui est pas mal. Kyle Edward Ball possède initialement une chaîne YouTube, je suis pas allée la voir, t'es déjà allée la voir, Morgane ? Non, mais j'irais bien voir, par curiosité, ouais. Allez, sur laquelle il a posté des vidéos horrifiques courtes et le succès aidant, il a ensuite réalisé un premier court-métrage qui lui a servi de base au fameux Skinamarink.
Morgane, est-ce que c'est seulement possible de résumer ce film ? Alors, on va essayer, Julie. 2 enfants se réveillent au milieu de la nuit pour découvrir que leur père a disparu, ainsi que toutes les fenêtres et les portes de leur maison. Bah bravo, tu y es arrivé. Donc Skinamarink, c'est un film dont on a entendu parler quand il a commencé à faire sensation aux États-Unis. Enfin, moi, je crois que la première fois, Morgane, j'en ai entendu parler, c'était mai-juin, parce que j'ai vu quelques comptes anglophones le mentionner. Non, je pense que ça devait être en janvier, Julie, parce que je t'en avais parlé, je crois. C'est à ce moment-là, le film est sorti. Ah bah tu vois, ça m'était totalement sorti de la tête. Mai-juin, mais c'était pour la sortie française initiale en salle. Ah, c'est pour il ça. a été reporté finalement directement sur Shadows, mais non, je Oui. pense que c'était en janvier. Et moi, bon, sans connaître le projet, pardon, à force de parler Encore de du procès, mais je croyais qu'une sortie salle, elle allait être tentée en fait sur le sol français. Ça n'a pas été le cas. Et bon, après avoir vu le film, j'ai compris pourquoi ils l'ont pas sorti au cinéma. Hein. Même si paradoxalement, je me dis que l'expérience du film, surtout pour un film comme Skinamarink, elle doit être meilleure sur grand écran que chez soi devant sa télé. C'est totalement sûr. C'est un film, pour en parler du coup plus précisément, avec une ambiance qui est, Morgane, très particulière. Hein. Oui, propre au film en fait, on va pas se mentir. Une image qui est totalement brouillée, il y a plein de bruit, il y a plein de petits flocons. Quoi. Tu parles de bruit, oui, effectivement, c'est le nom qu'on donne à ça. Ouais, c'est ça. C'est le terme technique. Ça fait penser à la neige, tu sais, sur les télés. C'est-à-dire qu'en gros, il faut que vous imaginiez une webcam toute pourrie qui vous reste chez vous, qui date de 2004-2005, et avec ça, vous faites un film. Ah bah, pour vous dire la gueule du film. Quoi. Ouais, c'est très bien résumé, c'est exactement ça, Julie. Et donc, c'est difficile, avec une image pareille, de conserver son attention intacte devant Skinamarink en le regardant sur son canapé. On est vite, je trouve, déconcentré par à la fois l'aridité qu'il représente et le bloc qu'il est, parce que c'est un film qui est quand même sacrément monolithique, quoi. Ouais, Julie, en fait, le film est tout sauf séduisant et aimable, en fait. Alors que, bizarrement, la promo, Morgane, je l'ai trouvée séduisante, parce que ça te dit que c'est une expérience, que tu vas avoir peur, etc. Mais en soi, c'est pas un film sexy. Voilà, en fait, j'allais en venir. Ça a été vendu comme un film d'horreur déjà de base en plus, alors qu'en fait c'est horrifique. Hein. Alors, est-ce que c'est un film d'horreur ou pas ? Oui, c'est un film d'horreur, mais avant tout, c'est un film expérimental en fait, qui essaie justement d'aborder la peur autrement. Par une autre forme de mise en scène. Et d'ailleurs, ça c'est marrant parce que dans mon souvenir, la promo, etc., on avait l'impression que c'était un found footage de film, mais ce n'est pas un found footage. Voilà, moi je croyais que c'était un found footage. À cause de l'image justement un peu dégueu, parce qu'on est habitué au found footage à avoir des images DV de caméra, et on s'est dit ouais, mais en fait non, c'est pas du tout un found footage. Donc voilà, comme tu l'as dit, on comprend finalement Julie, le choix du distributeur d'avoir annulé sa sortie en salle. C'est ESC d'ailleurs, hein. Ils avaient pourtant tenté le coup à l'époque avec d'autres films radicaux comme Terrifier 2 en janvier et The Sadness l'année dernière. Mais là, le gore, ça passionne un peu les foules, on va dire, ça a son public. Alors que le cinéma expérimental, ça a son public, mais alors c'est très restreint. Et imaginer un film expérimental sur 1h40, c'est encore plus restreint. Alors que généralement, le film expérimental, c'est quand même un format court. On a l'habitude de voir des courts-métrages notamment. Donc voilà, justement, Edward Ball, il vient de YouTube, du format court. Et ça sent pour le passage au long-métrage, parce que ça se fait pas sans heures. Skinamarink, 1h40, le film, il fonctionne uniquement sur le hors-champ, le flou. Littéralement, car on voit jamais les personnages du film qui sont filmés seulement de dos, en amorce, on voit des pieds, des morceaux de front, des choses. On voit beaucoup de pieds et je peux pas m'empêcher de me dire, même si j'ai trouvé ça un peu grossier comme idée, qu'on voit beaucoup de pieds parce que le film essaie de filmer à hauteur d'enfant. Bon, super. Oui. Oui, mais en même temps non, parce que voilà. Et c'est marrant parce qu'en fait, t'as autant d'enfants, mais tu te rends compte qu'il y a quand même pas mal de scènes qui sont découpées. Je sais pas si tu te souviens, en haut, au niveau des portes qui s'ouvrent, tu sais, quasiment le plafond et tout. Oui, mais là, c'est pareil. Je pense que c'est à hauteur d'enfant parce que la manière dont c'est découpé au niveau des coins, du plafond et tout, c'est pour donner une illusion d'immensité comme on peut en avoir une quand on a 4-5 ans. Enfin, voilà, tout le monde sera pas d'accord avec moi. Mais pour moi, je trouve ça un peu grossier, quoi. C'est-à-dire qu'en fait, on comprend bien que cette caméra, elle filme comme si on regardait la chose à travers des yeux d'enfant. Après, moi, j'ai pas trouvé ça grossier, mais c'est le projet, en fait. Bien sûr. En fait, c'est un peu une peur enfantine, le film, c'est la peur du noir. Donc, voilà. Et en plus, le film fonctionne sur beaucoup de répétitions, donc ça devient très vite
difficile de faire tenir tout ça sur un projet de 1h40. L'ennui fait partie de l'expérience en fait. Littéralement, je pense que Calais Dordball, quand il a écrit son film, il savait que le spectateur allait s'ennuyer à un moment donné. On a l'impression de vivre le film en temps réel en fait. Le temps étant lui-même dilaté par l'absence de temporalité, à part certes les écriteaux au début 1995 et à la fin 572 jours. Qui sont un petit peu inutiles, Morgan, au final. Ouais, je sais pas. Enfin, je pense que pour lui, pour Calais Dordball, ça a une utilité, mais pour nous en tant que spectateur, tu as raison, Julie, on cherche encore. Mais j'ai quand même lu sur Reddit. Ah oui, t'as fouillé quand même. Oui, parce que je trouve que c'est quand même un film Reddit en fait. C'est ça qui est marrant. C'est totalement un film Reddit. C'est totalement un film pour des gens qui théorisent des trucs sur. Oui, c'est ça, pour des. Non, mais c'est fait exprès, c'est vrai. C'est un peu la partie iconique du film qui est à destination de gens qui vont se prendre la tête sur un projet alors que c'est du flan tout ça. Enfin. Ouais, en même temps, bon, c'est un truc un peu excitant quand même, ce qui fait que j'ai quand même été un peu fasciné par le film, mais je comprends, ouais, c'est ce côté un peu bullshit aussi. Voilà, il y a ce côté un peu. Et du coup, il y a des gens qui disent que 572 jours, ça correspond à une durée du coma dans lequel. Mais non. Il s'appelle Kevin, le petit, ouais. Oui. Kevin serait dans le coma et en fait il se réveille du coma à la fin du film. Ouais. Ou alors non, en fait il se réveille pas du coma, je veux dire, il se fait absorber par une entité. Voilà. Non mais les gens sont allés chercher vraiment. Ouais, à mon avis, ça peut être une lecture du film, tu vois. Enfin, comme on peut avoir des lectures farfelues sur des films de Lynch, tu vois. Mais oui, mais enfin, moi, j'ai jamais aimé ce genre de développement. Je trouve ça totalement inutile. Ah oui, mais c'est le truc de forum en fait. C'est ça qui oui, c'est ça. Voilà, je disais, le film reste quand même fascinant parce que c'est vrai qu'on n'a jamais vu ça, ou presque, et on a quand même l'impression aussi de s'être fait arnaquer en bout de course, donc c'est vraiment mi-figue, mi-raisin à la fin. Oui, enfin moi l'arnaque je l'ai vraiment ressenti. Je trouve que Skinamarink c'est un peu difficile à défendre comme projet. Je sais pas si c'est conscient ou pas comme inspiration, j'ai pas lu d'interview du réalisateur. Bon, le film m'a pas donné envie non plus d'en lire, mais je trouve qu'il s'inspire grosso modo de deux bouquins. Un, le fameux Tour d'écrou de Henry James, avec les deux enfants, le frère et la sœur qui ont un lieu, la maison, bon, et là aussi, La Maison des Feuilles, le livre de Marc Z. Danielewski, avec une maison en mouvement où dans l'espace, des éléments bougent, apparaissent et disparaissent. Par exemple, dans Skinamarink, il y a des toilettes qui disparaissent. Des fenêtres aussi, des portes. Oui, des fenêtres, c'est vrai. Bon, j'ai pas pris l'élément le plus glorieux. On a donc ces deux livres qui vont conjointement donner un film où on insiste beaucoup plus sur l'atmosphère que sur une histoire ou un concept. Il y a énormément de lourdeur. Ça se constate jusque dans les dialogues. Au début, bon, moi je me suis un peu prise au jeu. On se demande ce qui se passe, qu'est-ce qui arrive à Kevin. Qui s'est cogné, pourquoi le père il est présent, la mère non, puis pourquoi on voit la mère, pourquoi on voit pas le père, etc. Pourquoi les enfants ils restent enfermés au sous-sol à regarder des très vieux dessins animés, qu'est-ce qui hante leur maison. Sauf que je trouve qu'au bout d'un moment c'est un peu du vide, ça tourne vite en rond, et à tel point que j'ai trouvé ça vulgaire comme film. Là je vais spoiler, mais par exemple vers, on va dire, je crois que c'est le dernier quart d'heure, les dernières 20 minutes, on va dire qu'il y a la créature donc qui hante leur maison, on l'appelle comme ça. Qu'on voit jamais. Hein. Oui, qu'on voit jamais, je vais l'appeler comme ça. Demande à Kevin, 4 ans, de se crever un œil. Vraiment, j'ai trouvé ça mais ridicule. Ouais, alors que moi, Julie, je trouve enfin qu'il se passait quelque chose à l'image, donc ça m'a pas trop gêné. Bien sûr, mais pour moi, un peu, c'est quelque part, ça casse le projet de voir tout ça à hauteur d'enfant, parce que là, c'est un peu... Enfin, je trouve que on voit plus là ce que le réalisateur veut impulser à son film que ce qu'il a voulu en faire. Je sais pas si je suis très claire. C'est une trahison, je trouve. Après, voilà, moi je te dis, elles m'ont pas gêné, au contraire. Il y a quelques scènes d'effroi qui font leur effet. Comme ça, celle surtout où les parents demandent à leur fille, Kelsey, je crois, de regarder sous le lit. Très intéressante cette scène, parce que bon, souvent il y a un truc sous le lit et là en fait il n'y a rien. Et, une des plus intéressantes du film, je dirais. Et t'as quand même une angoisse, quoi. Ou alors lorsque Kevin descend dans la cave et tombe sur sa sœur à laquelle il manque les yeux et la bouche, un peu surprenant comme image. Ou enfin, peut-être la meilleure scène du film, parce que je trouve que c'est une drôle de façon de faire un jumpscare, c'est avec le petit jouet en forme de téléphone où d'un coup des yeux nous regardent et ça fait un peu peur. Voilà, et ces passages m'ont un peu sorti de ma léthargie, hein, parce que le film c'est clairement un film qui te rend un peu léthargique.
J'aime le cinéma d'ambiance, mais encore faudrait-il qu'il y ait une proposition formelle qui tienne. Alors là, je dis pas qu'il n'y a pas de proposition formelle, mais le problème c'est que c'est une proposition qui fonctionne beaucoup sur la répétition, le côté en fait j'ai plus trop d'idées, mais je les répète tout le temps en fait. C'est ça. Et pour moi, le cahier des charges, il est à moitié rempli. Il y a du grain, il cherche à faire un film d'horreur différent, il se fixe des limites, mais voilà. En fait, c'est bien de se fixer des limites, mais au bout d'un moment, si tu veux faire un film d'1h40, c'est compliqué. Il aurait fallu au moins en enlever 32 minutes, toi. Le fait qui m'a le plus saoulé, je crois que c'est le moment où... c'est les séquences du dessin animé, en fait, on y revient tout le temps. Le dessin animé... C'est trop lent, c'est trop rébarbatif et c'est trop répétitif. C'est Tex Avery, donc en fait, souvent, il se passe des choses un peu cruelles dans les Tex Avery. Et en plus, c'est le son un peu qui parasite, avec un son un peu criard, une image un peu dégueu, c'est une télé cathodique, 95 de toute façon. Et en fait, on y revient tout le temps. Et au bout d'un moment, il y a une boucle qui se crée avec ça, l'image qui revient. Ça, c'est intéressant, en vrai, on soit la boucle, mais en fait, ça vient après 7 ou 8 occurrences du dessin animé. Regardez comme c'est bizarre et tout. Et en fait, je me dis, bon, ok, bon. Ça m'a un peu sorti du film. Alors oui, peut-être que le plus notable dans Skinamarink, c'est la façon qu'a Ball de jouer avec les clichés de l'horreur. La cave, sous le lit où il n'y a rien, les menaces invisibles. Il y a des moments où ça fonctionne parce qu'il les contourne, d'autres où il se débrouille au final pas très bien. Il y a des films qui ont trop d'idées, celui-ci c'est le contraire, il en manque cruellement. Moi je trouve que quelque part, pour prendre de la hauteur, Skinamarink possède les tares d'autres films d'horreur plus récents que j'ai vus et qu'on a chroniqués ici, comme au hasard Megan, ou plus récent, qui a un énorme succès, La Main, qu'on a vu toi et moi Morgane cet été, dont on n'a pas parlé à Arrêt Caméra, mais que j'ai pas aimé non plus pour la même raison. Énorme succès, je veux dire, aux États-Unis, en France, c'est pas. Oui. Pour que les gens ils se disent pas. Bien sûr. Et mais donc Pardon. voilà, ces films-là, donc Megan, La Main ou Skinamarink, là, dont on parle, à chaque fois, il y a un concept, et un concept qui est fort. Hein. Donc on va dire un robot enfanteur pour Megan, une main hantée pour La Main, une maison hantée pour Skinamarink, disons. Mais je trouve que les idées de développement, elles sont trop limitées. C'est-à-dire que les films se raccrochent à leur concept et du coup, il n'y a pas d'idée derrière. Donc c'est toujours des films d'horreur qui sont un peu moyens. Et quelque part, certains cèdent à des facilités pour plaire aux spectateurs. Donc là, par exemple, typiquement, Skinamarink, des petits indices à propos desquels les gens vont se prendre la tête et du coup, ils vont échanger dessus sur un forum, alors que tout ça encore, c'est du vent. Enfin, il leur manque quelque chose à chaque fois à ces films pour dépasser le stade du moyen et arriver au tout juste bon. Quelque part, le seul qui s'en est sorti récemment, je trouve, avec un concept fort et où il y a des idées qui me viennent à l'esprit parce que, voilà, il était relativement fourni sans être génial, mais c'était Smile. Ouais, je suis d'accord avec toi. Smile, c'était bien. Enfin, j'ai bien aimé Smile, donc. Enfin bon, là, on a fini sur sur tout, en fait, tout le programme. Donc, oui. Voilà, c'était la rentrée. On peut annoncer les films de la prochaine fois. Ouais, parce qu'on a déjà le programme, on nous a dit c'est chargé, donc on commence la moitié de septembre, donc le 15, 16, 17, à ce moment-là. On a l'été dernier de Catherine Breillat, qu'on a déjà vu d'ailleurs. Et qui risque de faire un peu scandale, je pense. Ah oui, peut-être, hein, parce qu'il y a d'autres scandales en ce moment, donc peut-être qu'il va passer Il y a beaucoup trop de scandales. Il va passer sous les radars, ça se trouve. Hein, qui sait. On a le livre des solutions de Michel Gondry au programme, et Le ciel rouge de Christian Petzold, qui était présenté à la dernière Berlinale. Et en film SVOD, on a El Conde de Pablo Larraín. Qui fait encore un biopic. Encore un biopic sur Pinochet, mais cette fois, c'est fait comme un film d'horreur de vampire. Donc voilà, on est curieux. Ça peut être bien. Encore de l'horreur. Le film a été présenté à Venise. C'est ça. Voilà. Après, je pense que c'est de l'horreur, mais c'est pas de l'horreur pure. Mais on verra. Donc d'ici là, on vous souhaite de voir des bons films, de faire des choses sympas. En tout cas, que tout se passe bien pour vous. Et de nous écouter. Voilà, à bientôt. À la prochaine.